Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents aujourd'hui. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter Olivier Amand, donc, qui est chercheur à l'INRAE à l'ENS de Lyon et directeur de l'Institut Michel Serres, et qui va nous parler du temps de la robustesse. Donc, je profite pour saluer les collègues de l'UTC et de l'UTBM qui sont certainement en ligne derrière leurs écrans. Et puis, sans transition, je laisse la parole à Olivier. Merci. Eh ben merci Jérôme, merci de l'accueil, ravi d'être là. Donc moi je suis biologiste, en biologie végétale plutôt. Je travaille dans notre équipe on travaille plutôt sur le développement des plantes, des approches de biophysique, de modélisation informatique, mais je ne vais pas trop vous parler de mes recherches, je vais plutôt en effet vous parler de la robustesse. Alors je ne sais pas si on peut basculer les diapos sur mon ordi. Oui, je crois que ça passe. Voilà, super. Et donc, je vais vous parler du temps de la robustesse. Alors, je démarre avec cette photo. Alors, je prends cette photo parce que j'aime bien l'utiliser, celle-là, parce que c'est une photo balnéaire, hein, comme vous voyez, mais c'est surtout une photo qui illustre ce qu'on a en tête quand on fait des projets. Souvent, on pense que le monde est stable. Et s'il y a des petites vagues, c'est vraiment que les petites vaguelettes qui sont sur le bord de la plage, quoi. Donc c'est un peu cette idée-là. On fait des projets dans un monde stable, sauf que dans cette ville, alors peut-être que vous aurez reconnu quelle est cette ville, dans cette ville, du jour au lendemain, il peut se passer ça. Et donc voilà, c'est Valence en Espagne, une ville où il y a eu en octobre 2024 400 litres d'eau par mètre carré en quelques heures. Donc évidemment, avec plein d'objets lourds dans les rues, ça fait beaucoup de dégâts. Et ben ça illustre assez bien le basculement que nous sommes en train de vivre. Nous sommes en train de quitter le monde de la continuité pour entrer dans le monde des ruptures. Ou si je vous le dis en langage mathématique, on quitte le monde de la moyenne pour entrer dans le monde de l'écart-type. Alors ça change tout, hein. Ça change tout. Alors, on peut se dire, oui, mais en fait, le monde a toujours été fluctuant, turbulent, il y a toujours eu des tempêtes, etc. Est-ce que c'est anormal? Est-ce que c'est une anomalie? Est-ce que c'est une exception? Ou est-ce que c'est la norme? Alors, la réponse est très claire, c'est une anomalie. En tout cas, depuis 10 000 ans, c'est une anomalie. Et donc, en fait, il y a un mot qu'on peut utiliser pour essayer de comprendre pourquoi on est dans cette époque-là. Et ce mot, cette expression, c'est le burn-out planétaire. Donc nous sommes dans un burn-out planétaire, c'est-à-dire qu'il y a une épidémie de burn-out des humains. Donc ça, vous le savez, hein, une épidémie forte. Hein, c'est-à-dire que le burn-out maintenant se fait quand on a 20 ans. Le suicide se fait maintenant quand on a 6 ans. Enfin, je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais ça va jusqu'à 6 ans. Donc il faut quand même réaliser que là, il y a un problème de santé mentale assez avéré, et c'est de plus en plus jeune. Et ça, ce n'est que la partie émergée d'un burn-out beaucoup plus global. Burn-out social, service public, burn-out du droit international, je n'ai pas besoin de trop vous faire un dessin, hein, et puis burn-out écologique. Alors le mot burn-out, j'insiste, parce que quand on parle de burn-out, on a un peu une idée de la cause. Un burn-out, c'est le produit d'un excès de performance. Et ben, c'est un peu ça qui nous arrive. En tout cas, c'est une lecture qui, à mon avis, et là on va un peu au cœur du problème, c'est cette boucle systémique, ce qu'on peut appeler le piège de la performance. En fait, on peut démarrer à gauche. Vous voyez, donc, chaque fois qu'il y a une rupture, chaque fois qu'il y a une crise, ça appelle le besoin de sécurité. Et ça, c'est un besoin primaire. Comme le besoin de s'alimenter, on a besoin de sécurité. Un enfant a besoin d'être en sécurité. Voilà, donc c'est très général. Alors le problème, c'est qu'on transpose le besoin de sécurité en besoin de contrôle. En fait, on met un signe égal entre sécurité et contrôle. Alors ça, c'est vraiment très bizarre. Par exemple, si je vous dis, si on est en dictature, dans un système autoritaire, là, il y aura beaucoup de contrôle. Est-ce que vous serez en sécurité? Oui, il y a quand même une différence entre les deux, entre contrôle et sécurité. Bon, nous, on a tendance à transposer la rupture en besoin de contrôle. Quand on augmente le contrôle, évidemment qu'on augmente les performances. Alors la performance, je prends la définition du contrôleur de gestion. La performance, c'est la somme de l'efficacité et de l'efficience. Efficacité, atteindre son objectif. Efficience, avec le moins de moyens possible. Quand on augmente les performances, donc quand on est efficace, efficient, on épuise les ressources. Pensez au sprinter qui fait son sprint, il épuise ses ressources. Quand on épuise les ressources, qu'est-ce qu'on fait? On alimente la crise suivante.
Donc, ce que ça alimente, ça, c'est une polycrise. Polycrise, permacrise. Donc, en fait, c'est le moteur, hein, si vous voulez, c'est le hamster qui tourne dans sa roue, là, qui confond sécurité et contrôle, qui appelle la performance et qui appelle la crise. C'est que chaque fois qu'il y a une crise, on augmente les performances. Chaque fois qu'on augmente les performances, on prépare la crise suivante. Alors, je vais vous le dire la même chose, mais d'une autre façon, avec 3 mots. En fait, quand on met l'accent sur la performance, c'est toujours une performance relative. On est toujours plus ou moins performant que son voisin. Donc, ce compas mis sur la performance, en fait, c'est un compas mis sur la compétition. Dans une compétition, qui gagne? Alors, dans une compétition, ceux qui gagnent, ce sont toujours les plus violents. Et ça ne dépend pas du système. C'est toujours vrai. Par exemple, si je reprends mon sportif de compétition, il fait de la performance, il est en compétition et il est violent avec son corps. C'est même douloureux, hein. Le pompier dans l'incendie, il est en compétition contre le feu, il est aussi violent avec son corps. En géopolitique, là, on a 3 pays qui envahissent leurs voisins, la Russie, Israël, le Rwanda. Bon, bah, ça, c'est 3 pays qui ont été humiliés lors de la précédente compétition. Enfin, sans vouloir dire que c'est que ça, il y a d'autres raisons, hein, évidemment, hein, mais c'est quand même une raison qu'il ne faut pas rater. Hein. Donc ça, en fait, ce n'est pas un problème, hein, c'est un fait. La performance appelle la compétition appelle la violence. Le problème, ce n'est pas ça, parce qu'on est bien content d'avoir un pompier qui éteint l'incendie, hein, mais c'est un court moment. Le pompier, il reste 20 minutes dans l'incendie. Après, il y a un mécanisme hein, pour qu'il sorte, il y a une tierce personne qui vérifie qu'il peut y retourner ou pas, etc. Donc le problème, ce n'est pas ça, hein. Le problème, c'est la durée, c'est le fait qu'on est dans une culture de la performance non-stop, et donc on est dans une culture de la violence contre les femmes, contre les plus défavorisés, contre les enfants et contre les écosystèmes. Et donc, à vrai dire, le burn-out des écosystèmes, ça, c'est quand même difficile de le rater, celui-là. Et donc, voilà, le produit de notre performance, c'est un monde en burn-out. Donc, alors, il y a les 4 sujets, là. Donc, si vous êtes là, c'est que vous les connaissez bien. Et à vrai dire, je rencontre des publics très divers, des politiques, des entrepreneurs, des associations, enfin, voilà, des collectivités territoriales. Donc, tout le monde est au courant que ça existe, hein, ces 4 sujets. Hein. Donc, la pénurie de ressources, le climat, la biodiversité, les pollutions. Donc, il n'y a pas de sujet là-dessus, ce n'est pas la peine de trop en parler, si vous voulez. Tout le monde sait que ça existe. Donc maintenant, il faut cranter. Maintenant, c'est quoi les... Alors, en fait, je voudrais vous partager 3 points pour avancer sur ces sujets-là. Le premier point, c'est qu'en général, donc, tout le monde est au courant que ça existe, mais en général, on n'utilise pas les bons mots et on n'a pas les bons ordres de grandeur. Donc, petite mise à jour. Par exemple, on va parler de réchauffement climatique. Alors, quand on parle de réchauffement climatique, le focus est mis sur la moyenne de la température qui augmente. Alors, c'est vrai que la moyenne de la température augmente, mais ce n'est pas ça notre problème. Notre problème, c'est que c'est l'écart type qui augmente. C'est que ce qui va nous préoccuper, ce n'est pas le fait que dans 10 ans, il y aura plus 0,1 ou plus 0,2 degrés de température mondiale. Ce n'est pas ça le sujet. Le problème, c'est que cet été, on peut se prendre un méga feu en Provence qu'on prévoit pour 2100, mais qui peut arriver en 2026. Ça, c'est l'écart type, c'est les valeurs aberrantes. C'est comme le Canada en 2021. L'été, au lieu d'avoir 35 degrés, ils ont eu 50 degrés, plus 15, d'un seul coup. Le long terme vient au présent. Ce qu'on prévoit pour 2100, ça vient aujourd'hui. C'est ça, hein, l'écart type, le monde fluctuant, le monde des ruptures. Hein. Donc en fait, il ne faut pas parler de... Enfin, le réchauffement climatique, c'est une expression qui nous envoie dans la mauvaise voie. Ça qualifie mal le monde dans lequel on est. Donc un mot beaucoup plus pertinent, c'est de parler de dérèglement climatique, parce que c'est ça qui va nous occuper. Et vous voyez, le point super important là, c'est que si on ne qualifie pas le monde dans lequel on ne va pas l'habiter. C'est-à-dire que si je parle de réchauffement climatique, eh ben, je vais faire des digues que je fais faire grandir tranquillement tous les 10 ans. Si je parle de dérèglement climatique, je vais construire des habitats amphibies. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout les mêmes solutions. Donc, qualifier le monde, c'est vraiment essentiel. Donc, là, les bons mots, quoi. Et donc, un ordre de grandeur. Alors, l'ordre de grandeur qui ne sert pas à grand-chose, c'est l'accord de Paris, plus 1,5 degré, plus 2 degrés, ou dire plus 3 degrés à la fin du siècle. Ça ne sert pas à grand-chose. Il faut dire culturellement, ça ne sert pas à grand-chose, parce que dans la journée, vous allez faire un delta de 10 degrés. Et donc, vous voyez bien que ce n'est pas là que ça se situe. Donc, un chiffre beaucoup plus intéressant, c'est 4,5. 4,5, donc ça, c'est la fréquence des événements climatiques extrêmes en France, a été multiplié par un facteur 4,5 depuis 2000, par rapport à la période 1950-2000.
Donc nous sommes rentrés dans le monde déréglé, dans le monde fluctuant, turbulent. On est rentré dedans, et c'est fois 4,5, donc c'est pas rien. Voilà, donc un bon mot, un bon ordre de grandeur. Je vais vous donner un autre exemple, l'expression érosion de la biodiversité. Érosion de la biodiversité, ça traîne encore dans les textes. Alors érosion, ça donne vraiment l'impression qu'il y a quelques oiseaux qui ont disparu. Alors pareil, ordre de grandeur, en 50 ans, on a perdu 70% des animaux vertébrés en masse sur les continents. 70% en 50 ans. Ce n'est pas une érosion. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, parfois, on entend parler du mot, on entend le mot sixième extinction de masse. Sixième extinction de masse, donc ça c'est par analogie à la cinquième extinction de masse qui a eu lieu il y a 66 millions d'années. Donc c'est les fameux dinosaures qui ont disparu, l'image hollywoodienne, la météorite qui tombe, et puis les dinosaures qui meurent dans la nuit ou dans l'année, quoi. Ça, voilà. Alors, je vais quand même vous refaire le film avec les géologues. Donc il y a 66 millions d'années, ça faisait déjà 300 000 ans que les dinosaures étaient en déclin. Et ça, c'était l'activité volcanique du plateau du Décan, donc l'Inde actuelle, vers Bangalore. Donc, ça faisait déjà 300 000 ans qu'ils étaient en déclin. La météorite est tombée au large du Mexique et il a fallu ensuite 33 000 ans. 33 000 ans pour que les dinosaures disparaissent. Donc ce qu'on fait à la biodiversité actuellement, c'est 1000 fois plus rapide. 1000 fois, 3 ordres de grandeur. Donc ce n'est pas une sixième extinction de masse, c'est la première grande extermination. Là, je reprends le mot d'Aurélien Barraud, c'est le mot juste. Ce n'est pas une extinction de masse. C'est trop faible le mot extinction de masse. En fait, on va 1000 fois plus rapidement. En fait, il n'y a pas dans l'histoire géologique de la Terre d'événements de disparition de la biodiversité à cette vitesse-là. En tout cas, on n'a pas d'enregistrement. Ça a peut-être existé, mais on n'a pas d'enregistrement qui nous dit que c'est arrivé à cette vitesse-là. Donc voilà, grande extermination. Donc vous voyez, le bon mot, le bon ordre de grandeur, 1000 fois plus rapide. Alors ça, c'est mon premier point. Les bons mots, les bons ordres de grandeur. Mon deuxième point, c'est que maintenant qu'on a des mots, on va faire des phrases. Alors, des phrases. Ici, là, on a 4 sujets. Climat, ressources, biodiversité, pollution. Et ça ne vous aura pas échappé que parmi ces 4 sujets, il y a un sujet qui domine, c'est le climat. Et dans le climat, ce qui domine, c'est le CO2. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est de la performance. On a réduit la complexité socio-écologique à une toute petite molécule. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas de problème de CO2. Il y a un problème de climat et un problème de CO2. Je ne suis pas un négationniste du climat. Alors ça aussi, c'est une expression qu'il faut faire sauter. Climato-sceptique. Non, il n'y a pas de climato-sceptique. C'est un fait scientifique établi. Donc, on est négationniste ou on ne l'est pas. On n'est pas un peu nazi. Voilà. C'est un peu pareil. Négationniste, on ne l'est pas. Maintenant, c'est un fait scientifique établi et on ne revient pas dessus. Donc, alors, je ne suis pas négationniste du climat, mais mon problème, c'est que si on réduit tout ça à une question de CO2, on va faire des bilans carbone et on va créer des opportunités économiques pour réduire la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Et donc, par exemple, en Islande, on a construit, depuis 2024, la plus grande usine de capture directe du CO2. Voilà, des très gros ventilateurs qui filtrent de l'air atmosphérique pour faire du charbon. Et donc, qu'est-ce que ça permet, ça? Donc, évidemment qu'il faudra en construire 1 million pour qu'il y ait un effet significatif sur le climat. Et puis, surtout, ça permet à d'autres industries de continuer à polluer en achetant des quotas carbone à cette usine. Donc, c'est pire que de ne rien faire. C'est de la maladaptation. Mais vous voyez, ça, c'est permis parce qu'on a mis tellement l'accent sur le CO2. C'est un cas typique. Un autre exemple, c'est la batterie au lithium. Voilà, la batterie au lithium, alors j'ai rien contre la batterie au lithium, mais si on la généralise, la batterie au lithium, on va soi-disant répondre à la crise climatique, mais par contre, qu'est-ce qu'on va faire? On va aggraver la pénurie de ressources, on va aggraver l'effondrement de la biodiversité et on va aggraver les pollutions globales. Donc c'est très négatif. En fait, au final, c'est que avoir un peu de batterie au lithium, pourquoi pas, mais c'est certainement pas une solution systémique. Donc, c'est là qu'on va faire une phrase. Il faut prendre un peu de recul et se rendre compte que nous n'avons pas de solution directe pour résoudre le climat. C'est aussi simple que ça. Et en fait, il faut prendre une seconde de plus pour se rendre compte que c'est une excellente nouvelle. Heureusement que nous n'avons pas de levier direct pour changer le climat. Imaginez que Trump ou Poutine aient un levier direct pour le climat. Ce serait quand même extrêmement dangereux. Donc, une fois qu'on a réalisé ça, il faut juste prendre un peu de recul et réaliser que notre performance fait une guerre à la vie.
C'est ça qui se passe, hein. On fait une guerre à la vie. Donc, le premier levier pour tout inverser, ce n'est pas le climat, c'est la biodiversité. De très loin, de très 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 loin. Il faut commencer par la biodiversité. Parce que quand vous commencez par la biodiversité, alors déjà, la biodiversité, ce qui est incroyable, c'est que ça coûte vraiment pas cher du tout, hein. Il faut juste semer des graines, hein, pour le dire un peu rapidement. Vous pouvez le faire à toutes les échelles, sur votre balcon, dans votre jardin, évidemment, dans les champs, dans les villes, hein. On peut vraiment en mettre partout de la biodiversité. Là, c'est quand même pas très compliqué. Et il se trouve que si le levier le plus important, évidemment, c'est l'agriculture. Et pour l'agriculture, on a à peu près toutes les solutions. Toutes les solutions, agroécologie, agroforesterie, permaculture, jardin créole dans les Caraïbes, le mille-pas mexicain, c'est une collection de solutions qui est disponible. Donc en fait, quand on fait ça, si par exemple je prends l'agroécologie, hein, je transforme mon agrosystème comme un écosystème avec beaucoup de biodiversité, je vais stimuler la microflore, la microfaune des sols, donc je vais dépolluer les territoires. Je vais remettre de la matière organique dans les sols. Hein, les sols ont perdu énormément de matière organique. Là, on en remet de la matière organique dans les sols. Ça va stocker du CO2 dans les sols. Ça va le remettre dans les sols. Et puis, on va produire beaucoup plus de biomasse par mètre carré, hein, notamment avec l'agroforesterie. Quand on met des arbres au-dessus des cultures, des arbres au-dessus des vignes, hein, tout ça, là, plein d'arbres, ça produit beaucoup plus de biomasse. Cette biomasse, elle va nourrir les écosystèmes, elle va nourrir les humains. Et le reliquat, ça va nous fournir de la biomatière, si vous voulez, de la biomasse, qui va nous servir à remplacer le pétrole et les métaux par des objets biosourcés, biodégradables, compostables. Ça, c'est la bioéconomie circulaire. Et donc là, on devient autonome en termes de ressources. Alors, tout n'est pas prêt, hein, mais c'est en chemin. Là, pour le coup, il y a encore un peu de recherche à faire, mais ça vient quand même, hein. Il y a de plus en plus de choses. Et là, c'est une question évidemment écologique, sociale, économique et géopolitique. Parce que quand on est dans ce modèle-là, on n'a plus besoin d'envahir le Groenland, évidemment, hein, parce qu'on produit localement, quoi. Et tout ça, c'est y compris les nouvelles technologies, hein. On peut très bien remplacer des terres rares par des textures biosourcées, hein. On peut remplacer il y a un ordinateur dans l'Ohio, là, il y a un article qui est sorti il y a quelques mois, un morceau d'ordinateur qui a été fait avec du mycélium de champignons. Donc c'est ça l'avenir, hein. On sait faire des planches de surf en champignons intégralement, hein. C'est KOZ, hein, K-O-Z, hein, voilà. Vraiment, on y va, quoi, hein, dans ce monde-là. Bon, là j'ai fait une phrase. Oui, la phrase, c'est « Je commence par la biodiversité, ça résout le climat ». J'articule les mots entre eux. Ouais. Je vais vous faire une autre phrase, il ne faut pas que je sois trop long, hein, mais je vais juste faire une autre phrase. Sobriété, par exemple. Donc, si on commence par la sobriété, si on ne questionne pas le culte de la performance, ça va donner quoi ? Ça va donner des avions sobres. Des avions sobres en kérosène. Ça, c'est une forme de sobriété, si vous voulez, hein. C'est une sobriété un peu maladroite, hein, évidemment. Donc ça permet à Chine d'exporter de l'ultra fast fashion au BHV à Paris, hein, en avion cargo. C'est possible parce que ce sont des avions sobres, hein, sinon ça coûterait beaucoup trop cher, hein, à Chine. Bon, ça, c'est la sobriété qui se plante, hein. On commence par la sobriété et ça génère de l'ébriété. C'est l'effet rebond, hein. Ça, je pense que vous connaissez ça par cœur, hein. L'effet rebond, si vous voulez le pratiquer chez vous, c'est très simple. C'est un effet rebond à l'envers. Quand vous mettez du dentifrice sur votre brosse à dents, vous savez, quand le tube de dentifrice est plein, on en met un gros paquet sur la brosse à dents. Et puis, quand c'est la fin du tube, là, on met des nanogrammes de dentifrice. Voilà, ça, c'est un effet rebond à l'envers, hein. Bon. Donc, on a tendance à... les gros volumes, voilà, ou les formats économiques, vous savez, les formats familiaux, hein, ça pousse à la surconsommation, en fait. Ça ne fait pas faire des économies, hein. Bon, bref. Donc là, j'ai refait une phrase. Là. Ouais, comment je fais une phrase, justement, pour la sobriété ? Par exemple, je vais faire des objets réparables. Des objets réparables, ils sont plus gros. À la fabrication, ils ne sont pas sobres, les objets réparables. Mais parce qu'ils sont réparables, on va pouvoir les réparer, les faire évoluer. Donc, ils vont durer, on va pouvoir les transmettre. Et ça va générer de la sobriété. Il ne faut pas que la sobriété soit la contrainte d'entrée, parce que de toute façon, ça embarque personne, hein. Il faut que la sobriété soit le produit de sortie. Comment on génère de la sobriété ? Notamment par le réparable. Ok, donc ça, c'est mon deuxième point. Donc, les bons mots, les bons ordres de grandeur, faire des phrases, articuler les thèmes entre eux. Et le troisième point, je retombe sur mes pattes avec le monde fluctuant. Si vous lisez les rapports scientifiques du GIEC, de l'IPBES, de l'IUCN pour la biodiversité, mais aussi la CIA, l'OTAN, l'OCDE, le Forum économique mondial de Davos, tout le monde est d'accord pour dire que nous entrons dans un monde fluctuant. Et donc j'aime bien utiliser le mot fluctuant, parce que fluctuant, ça veut dire variable et imprévisible. Donc c'est ça, hein. Donc c'est le monde VUCA, le monde banni, le monde de la polycrise, enfin il y a tout un champ lexical de la variation. Voilà, on est d'accord là-dessus. Donc c'est ça qu'il faut se poser comme question. Et donc la première question à se poser au XXIe siècle, c'est comment habiter le monde fluctuant. Ça, en fait, c'est important
de se poser cette question-là, parce que c'est la première question à se poser. Elle vient bien avant tout le reste. Ça nous tombe dessus, hein. C'est ce que disait Denis Meadows, hein, le premier auteur au rapport au Club de Rome. Nous nous préoccupons des changements globaux. Les changements globaux ne se préoccupent pas de nous. Donc ça nous tombe dessus, ce monde imprévisible, incertain, avec des fluctuations qu'on n'a pas vues depuis 10 000 ans. Hein. Donc ça nous tombe dessus. Donc comment on fait dans ce monde fluctuant? Et vous voyez, alors sur cette diapo, j'ai mis un arbre, parce que les êtres vivants, ça fait des millions d'années qu'ils vivent avec les fluctuations. Donc manifestement, ils savent faire. Voilà. Les êtres vivants, c'est un peu une librairie de solutions pour vivre avec les fluctuations. Et ça fait depuis très longtemps. Donc, comment font-ils? Alors, il y a un mot, il y a un mot que j'ai déjà prononcé, mais un mot qui vient, c'est le mot robustesse. Les êtres vivants sont robustes. Alors là, je prends la définition physique de la robustesse. Un système qui est robuste, c'est un système qui est stable et viable malgré les fluctuations. Stable et viable malgré les fluctuations. Et donc, en fait, la robustesse, hein, ça vient de quercus robur en latin. Quercus robur, c'est le chêne. Donc le chêne, c'est l'exemple canonique de la robustesse. Et en fait, si vous regardez un chêne ou un arbre, ça résiste au vent, donc c'est stable malgré les fluctuations, mais ça résiste aussi aux gelées hivernales, aux sécheresses estivales, donc c'est viable malgré les fluctuations. L'espace de viabilité est énorme. Ça, c'est robuste. Voilà. Ça résiste au choc, quoi. Bon, ça, c'est robuste. Donc les êtres vivants sont robustes. Alors, on va dire c'est très simple, hein, parce que c'est les êtres vivants qui ne sont pas robustes ne sont plus là pour en parler, tout simplement. L'évolution darwinienne, c'est la sélection des robustes. Alors, bon, ça, c'est tout simple. Donc là, en fait, j'ai tout dit et j'ai rien dit, hein, parce que si vous voulez, c'est le mot juste. Quand ça fluctue, il faut être robuste. Alors, ce qui est plus intéressant, c'est de voir comment on fait pour être robuste. Voilà, ça, c'est quand même plus intéressant. Alors, l'intérêt d'avoir tous ces êtres vivants autour de nous, et en nous, hein, notre corps, c'est pareil, hein, on est aussi des êtres biologiques, et quand on regarde bien, on tombe sur la solution, finalement. Hein. Donc, comment font les êtres vivants pour être robustes? C'est très simple. Les êtres vivants sont robustes parce qu'ils ne sont pas performants. Et donc, c'est là qu'on a une petite friction avec notre culture de la performance si fragile. Parce que, en fait, là, ce que nous disent les êtres vivants indirectement, c'est un contre-modèle. Un contre-modèle à nos sociétés, quoi. Alors, je vais quand même nuancer, il y a quand même des moments de performance, hein, chez les êtres vivants. Hein. Ce n'est pas qu'ils sont que dans la robustesse. Évidemment qu'il y a des moments de performance. La lionne qui chasse la gazelle va prendre le chemin le plus court. C'est une ligne droite. Hein. Donc, oui, donc ça, c'est performant, efficace, efficient. Mais si vous faites un documentaire animalier sur une lionne, alors vous allez vraiment vous ennuyer, hein, parce que les lions dorment 16 à 20 heures tous les jours. Si vous avez des chats chez vous, vous savez bien que les félins dorment énormément. Hein. Donc, voilà. Donc ça dit bien qu'on a choisi, si vous voulez, dans les documentaires animaliers des années 80, on a choisi le moment spectaculaire de la performance. Très sanguignolant, hein, d'ailleurs, hein, les documentaires animaliers des années 80. Heureusement, ça a beaucoup évolué. Hein, mais... Donc ça dit beaucoup, hein, y compris les biologistes, hein, de notre obsession de la performance. Ça ne dit rien du vivant, ou ça dit très peu du vivant. Ça dit qu'il y a des moments de performance. Et alors, si je prends l'exemple de la lionne, hein, ou du lion, les lions en général, hein, enfin la lionne en particulier, donc elle dort beaucoup, et puis quand elle se réveille, elle marche, elle se balade, elle s'occupe de ses petits, elle se balade au milieu des gazelles, hein, qui n'ont pas peur de la lionne, hein, parce qu'elles sont bien au courant que la lionne ne chasse pas tout le temps. Hein. Et puis quand elle commence à chasser, la lionne, 95% du temps, elle rate. Donc même dans les moments de performance, c'est pas très performant. Hein. Donc voilà, c'est juste pour quand même remettre l'horloge au milieu du village, si on va dire ça comme ça. Voilà, la performance est quand même plutôt l'exception dans le monde vivant. Je peux vous donner un autre exemple. Là, on prend l'exemple, c'est Gilles Boeuf qui prend cet exemple-là, la libellule. Une libellule, ça peut prendre 30 G quand elle pique. Hein. 30 G. Alors, un humain qui se prend 30 G, c'est une crêpe, hein, très clairement. La libellule, elle tient le choc, hein, 30 G, hein, incroyable. Hein. Mais alors, c'est pareil, regardez une libellule, vous allez voir, très souvent, ça ne fait rien. Hein, c'est posé comme ça fait rien. Voilà, ça, c'est la libellule. Donc, il y a juste des moments, des courts moments de performance, mais grosso modo, le reste, c'est de la robustesse. Alors, je vais quand même, plutôt que de prendre des petits exemples, ici, là, je vous mets des mots. Là. Ça, c'est les mots qu'on trouve quand on analyse de façon systémique, holistique, intégrative les êtres vivants. Qu'est-ce qu'on trouve en premier? Inefficacité, hétérogénéité, incertitude, lenteur, redondance, incohérence, inachèvement, erreur, imprécision, etc. Voilà, c'est que des contre-performances.
Ce qui est sélectionné au cours de l'évolution, ce sont les marges de manœuvre, le jeu dans les rouages, pour pouvoir absorber les chocs. C'est ça qui est sélectionné au cours de l'évolution. D'abord, et c'est vraiment évident que si vous analysez un réseau de neurones, un réseau physiologique, un réseau métabolique, c'est ça que vous verrez en premier. Alors pendant très longtemps, les biologistes se sont concentrés sur leurs protéines favorites et ils ont dit que c'était super optimisé, mais ils ont complètement oublié que c'était dans un énorme réseau avec plein de redondances, plein d'hétérogénéité, plein d'incohérences. Donc heureusement, maintenant, c'est plus le cas. Enfin, on y arrive, quoi. Mais il a fallu du temps. Ça fait une trentaine d'années que ça commence à vraiment rentrer, quoi. Alors, juste pour quand même vous convaincre, il suffit juste de regarder le vivant. Regardez un arbre, le nombre de feuilles qu'il y a sur un arbre. Ouais, les arbres sont très redondants. Comptez le nombre d'alvéoles pulmonaires que vous avez dans les poumons, ou le nombre de globules rouges que vous avez dans le sang. Voilà, nous sommes toutes et tous des êtres extrêmement redondants. Ça, c'est pas du tout performant. Si vous voulez, l'arbre optimisé, c'est une tige, une feuille. Ça, c'est hyper performant, mais une tempête qui fait tomber la feuille, l'arbre meurt. Voilà. Donc, c'est très fragile. Performant, donc fragile. Robuste, voilà. Donc là, on résiste. Alors, je vais quand même vous donner mon exemple favori, celui que j'utilise tout le temps, c'est celui de la température corporelle, parce que c'est le plus simple pour s'approprier l'équilibre. Donc, vous savez qu'on est à 37 degrés, donc ça, c'est notre température de croisière. Et puis, si vous attrapez un virus, vous allez monter en température, la fièvre, voilà, la grippe, par exemple. 40 degrés. Alors, si moi je mesure l'activité de vos enzymes, l'activité métabolique de vos enzymes, de votre système immunitaire, ce que je vais trouver, c'est qu'à 37 degrés, votre système immunitaire n'est pas très performant. D'ailleurs, c'est pour ça que les pathogènes peuvent rentrer et proliférer. Donc, c'est en mode veilleuse, si vous voulez. Voilà. Donc, si on doit mettre une note, c'est 10 sur 20. Quoi. Il y a quand même quelque chose. Il y a une petite réponse, mais rien d'exceptionnel. On est en pleine période d'examen, voilà, donc 10 sur 20, oui, c'est mention passable. Ça passe, mais ce n'est pas extraordinaire. À 40 degrés, alors là, par contre, là, vous avez un système immunitaire qui est vraiment performant, très, très performant. C'est plutôt du 18 sur 20, là. Donc là, ça marche vraiment très, très fort. Mais il y a un mais, évidemment, quand ça tourne à ce point-là, vos enzymes qui tournent très, très vite, elles sont en train de faire un burn-out moléculaire. Elles sont en train de se dénaturer parce qu'elles tournent tellement vite qu'elles se brûlent. Et c'est pour ça qu'on est épuisé à 40 degrés individuellement. Parce qu'à 40 degrés, notre métabolisme, notre système immunitaire qui tourne tellement vite, ça fait que nous, on est épuisé. Le corps humain, lui, il est épuisé. Quoi. Et donc là, vous voyez le truc. Vous allez passer l'essentiel de votre vie à 37 degrés, ce qu'on pourrait appeler le mode dégradé. Parce que nous, on est obnubilé par le maximum de performance, mais le mode dégradé, c'est le mode robuste. Et puis, on va passer quelques jours dans notre vie à 40 degrés, qui est le mode performant, donc fragile. Et j'insiste sur le donc. Quand on est dans la performance, on se fragilise. Et donc, vous voyez là, quelques jours. Donc, le curseur, il est très clairement du côté de la robustesse. Donc, en fait, cet exemple-là, vous pouvez l'activer chaque fois que vous prenez une décision un peu stratégique. Est-ce que c'est une décision 37 degrés ou est-ce que c'est une décision 40 degrés ? Si c'est une décision 40 degrés, c'est forcément pour une crise humanitaire, quelque chose qui dure pas très longtemps, un pompier dans l'incendie. Si c'est dans la durée, 40 degrés, ça va être fragile, ça va casser. Quoi. Donc, il faut plutôt viser 37 degrés. Quoi. Donc ça, c'est une question toute simple à se poser. Alors ça, c'est ce que nous dit la biologie. Là, je vous ai juste pris quelques exemples, mais il y en a vraiment des milliers, évidemment. En fait, s'il y a une seule chose à retenir de la biologie, pour moi, c'est ça. Les êtres vivants sont robustes avant d'être performants. Mais alors, la question, évidemment, c'est que c'est tentant de basculer dans le monde social et de se dire, est-ce que cette biologie peut éclairer nos systèmes sociaux ? Alors là, hop, tout de suite, on allume l'alarme. On a déjà vu les biologistes nous dire quoi faire dans la société et c'était pas joli, l'eugénisme, tout ça. Enfin, donc on sait que la biologie, on n'a pas le droit de basculer de la biologie à la société. C'est très dangereux parce que les êtres humains sont des sociétés complexes avec l'écriture, avec des tas de choses, des jeux de pouvoir et compagnie qui dépassent les non-humains. Donc, est-ce qu'on peut basculer comme ça facilement de la biologie au social ? Alors, la réponse, c'est oui. Il faut basculer. Parce que le compromis performance-robustesse n'est pas une exclusivité du vivant. C'est juste que le vivant l'incarne très bien. Mais c'est une loi de l'univers, c'est une loi systémique pour n'importe quel système. Donc si j'étais pas un biologiste, si j'étais un linguiste, là, sur scène, et je vous parlais du compromis performance-robustesse, je pourrais vous dire exactement la même histoire. Le langage est robuste parce qu'il n'est pas performant. C'est-à-dire que si je vous parlais de façon parfaite,
performative, performante, eh ben, il n'y aurait plus d'incompréhension, donc il n'y aurait plus de dialogue, donc il n'y aurait plus de langage. Le fait qu'il y ait un langage, c'est parce qu'il est sous-optimal. Et d'ailleurs, si vous regardez dans le dictionnaire, le nombre de synonymes, des redondances, de la polysémie, l'hétérogénéité, des doubles significations, des incohérences, on retrouve exactement les mêmes principes que dans le vivant, dans le langage. Le non-verbal, c'est pareil. Enfin, vous pouvez y aller. Donc le langage, il est robuste parce qu'il n'est pas performant. Un langage performant tue le langage. C'est pareil pour les objets techniques. Donc pour les ingénieurs, quand on fait un avion de ligne, cet avion va aller dans les turbulences. Donc il va affronter le monde fluctuant. Donc on design les avions pour qu'ils soient robustes avant d'être performants. Les avions de ligne fonctionnent à 50% de leur capacité. Et dedans, il y a 3 systèmes autopilotes. Redondance, hétérogénéité, c'est vraiment les mêmes principes. C'est juste un choix stratégique. Une fois qu'on a vu le monde fluctuant, on fait des systèmes robustes. Que ce soit des êtres vivants, des objets techniques, des objets culturels. C'est vraiment, ou des systèmes politiques, des systèmes organisationnels. C'est général. C'est une loi. Un astrophysicien vous dirait la même chose. Enfin, je veux dire, voilà, je ne vais pas vous faire toute la liste des disciplines, mais c'est toujours pareil. Donc, je n'ai aucun problème à basculer de la biologie au social, parce qu'encore une fois, le vivant n'est qu'une incarnation d'une loi universelle. Et donc, ce qui nous arrive là, en fait, nous, là, les humains de 2026, il nous arrive un moment culturel. Ce qui nous arrive, c'est un changement culturel massif, un changement de civilisation. En fait, ça fait grosso modo 10 000 ans qu'on a réduit le progrès à des gains de performance. Alors, je le dis de façon un peu trop caricaturale, parce qu'il y a eu des on et des off, ça a oscillé, etc. Enfin, et puis, ça dépend des régions. En Asie, en Occident, c'est différent. Mais grosso modo, je vous le fais dans les grandes lignes, le progrès, ça a été plutôt guidé par des gains de performance. Il y a 10 000 ans, donc c'est après le dernier âge glaciaire. C'est là que les humains commencent à se sédentariser, à inventer l'agriculture, la domestication. Tout ça, c'est du contrôle. Et ben, on a commencé à augmenter les performances. Donc les plantes domestiquées sont plus grosses, plus performantes et donc plus fragiles. Les animaux domestiqués, c'est pareil. Et donc après, ça ne s'est pas arrêté. Donc on a fait les plantations, la colonisation à la Renaissance, ensuite la mécanisation au 19e siècle. Depuis les années 50, c'est la grande accélération. Tout ça, c'est une course vers toujours plus de performance. Et ben aujourd'hui, on se rend compte que cette flèche du progrès vers plus de performance, c'est une courbe en cloche. Donc en fait, quand on augmente la performance, on menace la viabilité de l'humanité sur Terre. La performance devient contre-productive. Là, je reprends le terme d'Ivan Illich, qui le disait déjà dans les années 60. Donc ce n'est pas comme si c'était quelque chose de nouveau. Nous sommes dans l'ère de la performance contre-productive. Et ce qui est incroyable, c'est que pour résoudre nos problèmes, on continue à augmenter les performances, alors qu'on sait que c'est contre-productif. Donc c'est la courbe en cloche. Donc qu'est-ce qu'on peut imaginer pour la suite ? Alors la suite, c'est très clair. Le futur du progrès ne sera pas guidé par des gains de performance. Ça, c'est physiquement impossible. Si on continue à augmenter les performances, on va se canaliser encore un peu plus, justement au moment où le monde devient de plus en plus fluctuant. Bon, ça, c'est suicidaire. Se canaliser dans un monde fluctuant, ça ne marche pas, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer ? C'est très simple, il faut changer d'axe. Le futur du progrès, le progrès, désormais, sera guidé par des gains de robustesse. Dans un monde qui devient de plus en plus fluctuant, il faudra être de plus en plus robuste. Alors, vous voyez, c'est là que se trouve la bascule de la civilisation, de notre civilisation. C'est ça. En fait, il va falloir changer de compas. C'est que jusqu'à présent, la performance était vue comme un progrès positif. Il va falloir voir la performance comme un mal nécessairement transitoire. Vous voyez l'inversion culturelle que c'est. Donc la performance, c'est vraiment que pour le pompier dans l'incendie. Voilà. Le reste du temps, on travaille sa robustesse, je veux dire comme ça. Alors, en fait, sur ce schéma-là, qui est bien trop simpliste, évidemment, c'est juste pour donner l'idée, ce schéma, en fait, il y a une courbe en cloche, mais le point le plus important, en fait, ce sont les axes. Il faut comprendre qu'on ne peut pas être très performant et très robuste. Ça, c'est pas possible. Parce que quand on est très performant, on est très optimisé, très spécialisé, très expert, très adapté, et donc très peu adaptable. Quand on est très robuste, on diversifie, on explore, on expérimente, on est très adaptable, donc jamais vraiment adapté. C'est le contraire. Et donc, si on rentre dans un monde fluctuant, oui, on va plutôt augmenter la robustesse. En fait, ce que je vous dis là, je ne fais que endosser le fait scientifique. C'est aussi simple que ça.
le monde devient de plus en plus fluctuant et il va continuer à augmenter, les fluctuations vont augmenter pendant tout le 21e siècle. Donc si ça fluctue de plus en plus, il faut être plus robuste. Pour être plus robuste, il faut que la performance passe au second plan et que la robustesse passe en premier. Voilà. Ça, c'est un basculement. Donc, là, ce que je suis en train de vous dire, c'est pareil, c'est qu'on est en train de quitter le néolithique. Voilà. Donc, j'espère que vous appréciez le moment exceptionnel que nous vivons. C'est que le néolithique, donc l'âge de la pierre polie, qui était déjà de l'optimisation, le néolithique, donc c'est le moment où on invente l'agriculture, tout ça, c'est un moment où les humains veulent contrôler la nature. Aujourd'hui, nous avons perdu le contrôle. On ne domestique plus le feu. Les méga-feux, c'est un feu qui n'est plus domestiqué. Même à Hollywood, donc pour dire que vraiment, on n'y arrive vraiment plus. Donc, quand dans un monde où on a perdu le contrôle, ce n'est plus le néolithique. C'est vraiment une autre logique. C'est plutôt jazz, vous voyez. On va faire de l'impro, quoi. On va se jeter à l'eau et on va vivre avec ces fluctuations, quoi. Oui, d'ailleurs, c'est assez joyeux de vivre avec les fluctuations. Enfin, c'est pas que, c'est au contraire, c'est pas négatif. Alors bon, ça c'est très pragmatique. Là, c'est vraiment de la vision scientifique ras des pâquerettes. En plus, je suis biologiste végétal, donc le ras des pâquerettes, ça, je maîtrise. Mais la question qu'on peut se poser quand même, c'est est-ce que c'est pas un peu romantique cette histoire-là? Parce que on est encore dans un monde de l'ultra performance. Alors au niveau géopolitique. C'est un festival, là il faut juste écouter les infos, là, vraiment, les ultra-performants sont partout, c'est vraiment assez dingue. Ils se ressemblent de plus en plus, moi je les appelle les mal barrés en fait, c'est que des mecs ultra riches et névrosés, grosso modo. Donc bon, ils se ressemblent beaucoup, les Netanyahou, tous là, c'est vraiment caricatural. Bon, donc ça c'est le monde dans lequel on est. On a aussi des investisseurs qui demandent des retours sur investissement rapides et élevés. On a des clients qui veulent des objets pas chers tout de suite. Tout ça c'est de la performance. Donc comment on peut faire pour basculer dans ce contexte-là? Le monde fluctuant s'invite dans l'amphithéâtre. Alors, la bonne nouvelle, c'est que en fait, le vivant nous donne une proposition. Il nous dit pas seulement, il n'incarne pas seulement la bascule, l'équilibre entre performance et robustesse. Il nous donne aussi une proposition pour basculer. Et cette proposition, c'est les nuées d'oiseaux. Les nuées d'oiseaux, c'est l'exemple d'un système qui bascule, qui se transforme, et sans faire de casse. Parce que vous voyez, là, ça tourne à droite, ça tourne à gauche, ça change de forme, mais les oiseaux ne tombent pas. Donc manifestement, ça se passe très bien. Donc c'est un système qui se transforme sans faire de casse. Donc, comment font-elles ces nuées d'oiseaux? Alors ça, c'est très bien connu. Ce sont toujours les oiseaux à la périphérie du groupe qui guident le groupe. Parce que les oiseaux à la périphérie du groupe, ce sont les premiers à être exposés aux fluctuations du monde. C'est les premiers à voir le prédateur, l'autre nuée d'oiseaux, la bourrasque de vent, ce que vous voulez, mais quelque chose en périphérie. Ils se synchronisent à la périphérie et ils vont contaminer le cœur du système. Donc c'est centripète, ça part de la périphérie et ça contamine le cœur du système. Donc ça, c'est vrai pour une nuée d'oiseaux, c'est vrai pour un banc de poissons, et c'est vrai pour énormément d'organisations sociales, la chute des empires, la Révolution française. Vous pouvez y aller, c'est souvent la périphérie qui démarre et qui contamine le cœur. Et oui, c'est très intuitif, finalement. C'est la phrase de Jean-Luc Godard, c'est la marge qui tient la page. Voilà, c'est là que ça se passe. Donc ça veut dire que si vous voulez voir le monde basculer de la performance à la robustesse, passez pas trop de temps dans le cœur du système. Total, McKinsey, la Commission européenne. Ça, c'est le cœur faisandé de la performance. En fait, faites des photos quand même, parce que c'est un monde qui est en train de mourir. Donc, faites des photos, il faut documenter, quoi. Voilà. Mais il n'y a rien à en prendre. Si je prends la Commission européenne, quand même, le slogan, c'est la concurrence libre et non faussée. Alors, la concurrence libre et non faussée, ça ne marche que dans un monde abondant en ressources et stable. Nous avons quitté ce monde-là. Donc la concurrence n'est pas libre et non faussée. La concurrence est faussée quand elle est libre. Et à peu près n'importe quel entrepreneur digne de ce nom le sait. La concurrence chinoise, par exemple. La concurrence est faussée quand elle est libre, évidemment. Donc ça, voilà. Donc là, vraiment, on est dans un monde où il n'y a vraiment rien à apprendre. Donc c'est beaucoup plus intéressant, c'est de passer du temps aux marges, voir des collectifs de citoyens, des entreprises, des associations, des territoires qui sont déjà soumis à des fortes fluctuations. Parce que dans ces territoires, on a inventé des systèmes robustes. Pas le choix. Quand ça fluctue, on fait de la robustesse. Et donc là, ce qui est très joyeux, c'est que ce basculement de la performance à la robustesse, qui paraissait comme ça une utopie lointaine, en fait, nous avons déjà basculé.
C'est juste qu'on le sait trop peu. C'est le fameux proverbe africain, hein. Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Alors là, on entend beaucoup les arbres tomber, hein, beaucoup, 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 hein. Mais alors, dans le monde économique, c'est une caricature, hein. C'est Stellantis, c'est Nike. Vous savez, Nike a perdu 70% de sa capitalisation boursière en 3 ans, hein. Stratégie d'ultra-performance. Stellantis, c'est pareil. Evergrande en Chine, c'est le Crédit Suisse en Suisse, hein, une banque qui était aussi connue que la BNP. Une semaine avant, les gens investissaient encore dans le Crédit Suisse. Une semaine après, la banque a disparu. Enfin, on est en train de basculer du too big to fail au too big not to fail. Évidemment, hein, les ultra performants tombent les uns derrière les autres, hein. Alors il y en a encore quelques-uns, hein, quand même, hein, mais qui font beaucoup de dégâts, hein. Mais moi, je vous invite plutôt à regarder la forêt qui pousse. Et donc, si on doit donner une date du début du basculement, enfin, en gros, du moment où on a commencé à quitter le néolithique, eh ben, c'est la décennie 2010-2020. Alors, ça mériterait un travail universitaire, hein, parce que ça, c'est plutôt une impression, hein. Mais avant 2010, il y avait des périphéries qui étaient déjà dans la robustesse, mais c'était des périphéries très lointaines. Pierre Rabhi, ouais. Donc lointain, pas toujours désirable, hein, trop lointain, quoi. Et puis entre 2010 et 2020, eh ben là, on est monté en échelle. Les périphéries se sont massifiées. Et d'ailleurs, c'est très symbolique parce que la décennie 2010-2020, elle est encadrée par 2 crises. La crise financière de 2008, la crise Covid de 2020. Et entre les deux, ça s'est massifié. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là qu'on a vu... voilà, je vais vous donner des exemples. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on voit, en fait, hein? Et ben, qu'est-ce qu'on voit? Voilà, ça ressemble à plein de choses. Donc, par exemple, c'est la bascule de l'agriculture intensive vers l'agroécologie. Alors, on va avoir l'impression, hein, que là, on est dans un backlash écologique. Enfin, ce n'est pas qu'une impression, hein. Nous sommes dans une période de backlash écologique. Mais je vous invite à regarder les surfaces agricoles en agroécologie en Europe. Elles augmentent chaque année depuis 20 ans. Ça ne s'arrête pas. Tout simplement parce que quand on est un petit paysan et qu'on démarre aujourd'hui, on ne peut pas démarrer en agriculture intensive. C'est trop cher et c'est trop fragile. Donc c'est terminé, en fait, c'est en train de mourir. Donc il y a encore quelques très grosses exploitations qui mangent les exploitations voisines, ça existe encore, hein. Mais c'est la fin. C'est la fin. Enfin, si je prends juste l'exemple du phosphate marocain, qui est essentiel pour l'agriculture intensive, pour les plus pessimistes, on va passer le pic de phosphate en 2040, en supposant la paix et en supposant qu'il n'y ait pas de régulation sur le cadmium, hein. Donc autant dire que c'est très optimiste. Mais avec ce scénario optimiste, ça veut dire qu'il reste 14 récoltes en agriculture intensive. Donc on va basculer, ça va nous surprendre, hein, à la vitesse où ça va basculer, hein. Donc faites bien des photos là aussi dans les campagnes, hein, quand on voit ces champs de colza ou ces champs de blé là où il n'y a pas d'arbres. Mais évidemment que dans quelques années, c'est l'agroforesterie qui sera en France, hein. La France est une forêt, hein. Donc il y aura des arbres absolument partout, hein. Avec les intempéries qui vont venir, les problèmes de sécheresse, etc. Et évidemment qu'il y aura des arbres partout pour protéger, maintenir l'hygrométrie des sols, hein, des cultures, soutenir les symbioses, etc. Et évidemment que ça, le paysage va vraiment changer, hein, et ça va se passer vite, quoi. Donc ça, c'est l'agriculture, donc l'agroécologie. Donc on va juste appeler agriculture, hein, à l'avenir, hein. Là, on appelle ça encore d'agroécologie, mais après, ce sera juste agriculture. Bon, dans l'économie, qu'est-ce qu'on voit apparaître? On voit apparaître l'économie de l'usage, l'économie du partage, l'ESS. Donc tout ça, c'est des modèles minoritaires, hein, toujours aujourd'hui, hein. Mais juste je prends cet exemple-là parce que ça permet d'illustrer quand on bascule de la performance à la robustesse, l'impossible devient possible. Je vais vous donner un exemple. Dans le monde actuel, hein, dans le monde de la performance, avoir un objet haut de gamme, il faut payer plus cher. Dans le monde de la robustesse, on aura accès aux objets haut de gamme au prix le plus bas. Ça paraît impossible. C'est la loi de l'offre et la demande, hein, c'est pas possible. Eh bien si, c'est possible. Il faut juste penser économie de la fonctionnalité. Donc c'est le fameux exemple de la perceuse. Vous savez qu'on utilise 12 minutes dans toute sa vie de perceuse. Donc autant dire qu'on peut la partager, la perceuse. Enfin, moi, pour moi, un fanatique du bricolage, mais bon, voilà, une perceuse, elle peut être en bas de son immeuble et on la partage. Donc là, il y a des entreprises, hein, de l'ESS, hein, les biens en commun, par exemple, là, ils ont des tas d'objets comme ça en partage, dans des casiers qu'on peut aller prendre. Alors vu que c'est des objets qui sont partagés, évidemment qu'ils sont robustes mécaniquement, hein, c'est du très haut de gamme, hein, évidemment, hein. Mais pour avoir accès à ces objets haut de gamme, je paye 1 €. Donc j'ai accès au haut de gamme au prix le plus bas. L'impossible devient possible.
Et oui, on résout aussi les problèmes de pouvoir d'achat, hein. Bah oui, c'est vraiment tout un truc, hein. C'est transversal cette histoire-là, hein. Donc quand on bascule la performance à la robustesse, l'impossible de l'impossible, donc le monde s'ouvre un peu quand même. Bon, ça se développe très fort, hein, le réparable, etc. Les conventions citoyennes, les approches participatives, ça aussi, ça se développe très fort aussi. Donc ça, toujours pareil, hein, c'est des approches moins performantes, plus lentes, plus hétérogènes, avec il y a des incohérences dedans, etc. Mais ça transforme vraiment les territoires. Et alors l'exemple de la Convention citoyenne pour le climat nationale, hein, ça c'est un très bel exemple parce que ça a super bien marché. La partie convention. Alors évidemment, le pouvoir a sanctionné parce qu'il est au cœur du système et donc il est encore dans l'ancien monde, évidemment. Mais par contre, ça a essaimé. C'est que le moment où la convention citoyenne en fait n'a pas été actée, bah, il y a eu énormément de conventions citoyennes territoriales. Et puis les conventions des entreprises pour le climat, qui font des feuilles de route, qui transforment les entreprises. En fait, tout ça, ça se développe très fort. Ça se passe sous nos yeux. Enfin, j'espère que vous voyez, hein, la forêt qui pousse. C'est ça, hein. La FFTM, la Fédération française des trucs qui marchent. Ça, c'est dans le monde rural, des petites inventions à droite à gauche, mais qu'on met sur des plateformes pour que ce soit répliqué, dupliqué, adapté dans d'autres territoires. Tout ça, ça se développe très fort. Alors, je vais quand même vous donner un exemple, il ne faut pas que je sois trop long. Un petit exemple un peu plus précis, c'est celui d'Arnaud Créteau. Arnaud Créteau, c'est un ingénieur énergéticien. Donc, c'est pour ce public-là, à mon avis, peut-être le plus pertinent. C'est un ingénieur qui a compris que les solutions au monde fluctuant n'étaient pas techniques, elles sont culturelles. Alors, exemple, donc là, il fait une boulangerie avec un four solaire qui vient, Lightfire, hein, qui vient plutôt d'ailleurs de l'Afrique, hein. On est vraiment dans un moment décolonial, hein. Le monde fluctuant, hein, c'est les pays du Sud, hein. Donc l'agroécologie, par exemple, ça vient de l'Amérique du Sud. Le réparable, ça vient d'Afrique. Enfin, c'est vraiment, même philosophiquement, hein, l'Ubuntu, hein, je suis parce que nous sommes, ça c'est l'Afrique australe. Voilà, donc tout ça, ça remonte là. On est vraiment dans un moment décolonial au niveau culturel. Et donc le four solaire arrive en France, pareil. Alors ça, c'est bien connu, c'est du low-tech, hein, c'est juste des miroirs, hein, donc c'est pas très compliqué à faire. Mais ce qui m'intéresse là, c'est pas tellement le four solaire, c'est le fait qu'il fait sa boulangerie avec un four solaire à Rouen, un endroit où il y a du soleil, mais quand même pas garanti, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc comment fait-il pour vendre du pain tous les jours avec un four solaire quand il n'y a pas du soleil tous les jours? Alors typiquement, il doit faire du pain qui se conserve longtemps, 7 jours. C'est que par rapport à la boulangerie traditionnelle française, hein, enfin traditionnelle, on va dire actuelle, c'est le boulanger, il pétrit sa pâte, il cuit son pain la nuit et il vend une baguette qui sera rassie au bout de 24 heures. Voilà, ça c'est la boulangerie française ou le terminal de cuisson, si vous voulez, actuel. Bon, lui, il a un four solaire, donc déjà, il ne va pas cuire son pain la nuit, hein. Voilà, petit conseil d'ingénieur, plutôt cuire son pain le jour. Et puis, vu qu'il n'est pas sûr d'avoir du soleil tous les jours, il doit faire du pain qui dure 7 jours. Comment on fait du pain qui dure 7 jours? On utilise du levain de boulanger naturel, qui est moins performant. C'est incroyable. Le compromis performance-robustesse, ça marche même pour le levain de boulanger, hein, c'est vraiment partout, hein. Donc, quand vous avez du levain de boulanger moins performant, donc naturel, hein, la pâte met 5 heures à monter, au lieu de 90 minutes, hein, 1h30 avec les levains de boulanger performants actuels. Quand il se passe ça, votre pain va se conserver plus longtemps. Et le petit bonus, c'est qu'en 5 heures, le gluten a le temps de se rencontrer, il n'y a pas besoin de pétrir la pâte. Les boulangers français actuels sont coincés par leur levain de boulanger qui est tellement performant qu'ils sont obligés de pétrir la pâte. Vous voyez, il faut plutôt voir les choses comme ça, hein. Et ça fait qu'un siècle que c'est comme ça. Donc cette soi-disant boulangerie traditionnelle, au contraire, non, c'est une boulangerie qui s'est fait coincer par le culte récent de la performance. Donc là, vous avez sous vos yeux la boulangerie la plus robuste de France. Parce que lui, il ne peut rien lui arriver. C'est un boulanger qui ne pétrit pas sa pâte, qui cuit son pain le jour et qui vend du pain qui dure 7 jours. Il a de l'énergie gratuite, et ça c'est la faille de la boulangerie. On a bien vu avec l'Ukraine, hein, il y a plein de boulangeries qui ont sauté après la crise énergétique. Lui, c'est même mieux que ça, hein, c'est qu'il existe depuis 2017, il était rentable dès la première année, et il n'a pas augmenté le prix de son pain depuis 2017. Il est insensible à l'inflation. Là, c'est de la robustesse économique aussi, hein. Enfin, c'est sur tous les plans, hein. Et en plus, vous voyez, il torréfie des graines, donc il est en train de diversifier son activité, parce que évidemment que quand on a compris ça, en fait, il a changé son modèle économique. Il a adapté son modèle économique au monde fluctuant. Et donc là, vous voyez l'inversion complète, hein. C'est plus une fluctuation qu'on prend comme un truc secondaire, on construit tout dessus. Et alors ça, ce qui me plaît bien dans cet exemple-là, c'est qu'ils ont, avec Loïc Perrochon, ils ont créé une agence, TELED, qui accompagne les entreprises à revoir leur modèle économique. Ils accompagnent aussi les collectivités territoriales à revoir leur modèle sur ce qui fluctue le plus. En fait, c'est pour dérailler de l'idéologie du monde stable.
il faut acquérir la culture de la variabilité. Ben ça, c'est extrêmement vertueux. Hein. Et donc, en fait, juste pour une question, si je reviens juste sur la question énergétique, parce que c'est peut-être une question dans le monde des ingénieurs qui est importante, souvent on pose la question comment on fait pour stocker l'énergie? Et la réponse qui vient souvent, c'est ben, on va mettre des batteries, on va mettre des barrages, voilà, plein de solutions pour stocker l'énergie. Ben non, en fait, la façon la plus pertinente de stocker de l'énergie, c'est de stocker l'énergie dans le produit final. C'est aussi simple que ça. Donc ça veut dire que, par exemple, en France, le moment dans l'année où l'énergie est gratuite, et voire même à coût négatif, c'est entre juillet et août, et c'est entre midi et deux. Quoi. Voilà. Entre midi et deux, il y a tellement de panneaux solaires, il y a tellement de production d'énergie, que l'énergie est à coût négatif entre midi et deux, en juillet et août. Ben, c'est là qu'il faut fabriquer des trucs. C'est dans ce moment-là. Donc ça veut dire qu'il faut vivre avec les saisons. Vous voyez, on va redevenir des paysans. Si on fait des parpaings, eh ben on les fabrique, on en fait un énorme stock en juillet-août, entre midi et deux. Et en décembre, évidemment qu'on ne fabrique plus de parpaings. Là, on les distribue, on fait des formations, voilà. Mais on vit avec les saisons, évidemment. Ouais, bah c'est vraiment une autre façon de voir les choses, quoi, hein. On vit avec les fluctuations. Bon, voilà. Alors ça, c'est un exemple. Il y en a vraiment plein d'autres, hein, mais c'est juste pour vous l'illustrer. Alors, je voudrais quand même juste vous donner, j'ai quasiment fini, je voudrais vous donner quand même un point sur la tech, parce que ça ne vous a pas échappé qu'on était dans une époque qui était un peu hypnotisée par la tech, hein, que ce soit l'IA, le numérique, les drones, les robots. Il y a de la tech partout. On a tous des écrans dans nos poches. Enfin, voilà. Donc on est vraiment à fond dans la tech. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce monde de la tech est compatible avec le monde de la robustesse? Alors, toujours pareil, la réponse n'est pas technique, la réponse est culturelle. C'est qu'il faut juste prendre une petite seconde pour réaliser un truc important, qui est que nous avons tous et toutes été victimes d'un hold-up mental. Le hold-up mental, c'est de nous avoir fait croire que le monde de la performance était technophile. Bah, si je vous dis les ingénieurs de la Silicon Valley, ils sont fanatiques de technologie. Mais non, c'est le contraire. Le monde de la performance est profondément technophobe. Et il faut juste prendre une seconde de plus pour la réaliser. C'est qu'en fait, quand on fait des technologies très performantes, elles écrasent les technologies plus anciennes. C'est technophobe, c'est même technophage. C'est que dans les années 60, quand on a développé le béton, béton armé ou pas d'ailleurs, hein, le béton, eh bien, on a perdu énormément de compétences en géosourcé, en biosourcé, en terre crue, enfin tout ce qu'on veut, quoi, hein. Ça, c'est de la performance qui écrase les autres, hein, toujours pareil, compétition, violence. Voilà. Bah, c'est technophage, c'est technophobe. Et en plus, les technologies très performantes éloignent les citoyens de la technologie. Même les développeurs de l'IA ne savent pas ce qu'il y a dans leur IA, hein, c'est des boîtes noires. Hein. Donc c'est même ceux qui les développent commencent à devenir eux-mêmes aliénés des technologies qu'ils développent. Hein. Donc là, on est quand même à un stade assez élevé de la technophobie. Donc tout ça, c'est technophobe, c'est doublement technophobe. Alors, dans le monde de la robustesse, qu'est-ce qui se passe? Quand on développe des nouvelles technologies et qu'elles sont très robustes et au service de la robustesse du territoire, on garde. Donc, l'impression 3D, si ça permet de rendre les objets réparables à vie, on garde. Mais ce n'est pas pour ça qu'on arrête des technologies plus anciennes. On garde tout ce qui est robuste. Donc, ça veut dire qu'on garde aussi des maisons en terre crue. Voilà. On veut de la technodiversité. Je peux dire ce mot-là ici, puisque Victor Petit est un avocat de ce thème. Voilà, technodiversité, c'est comme il faut préserver la biodiversité, évidemment qu'il faut préserver, entretenir et stimuler la technodiversité. Donc ça veut dire que l'ingénieur du 21e siècle ne développe plus la meilleure solution. Il développe un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, et c'est que des solutions robustes au service de la robustesse du territoire. Et en plus, c'est des solutions qui sont réparables, adaptables, évoluables par les citoyens du territoire, avec une entreprise du territoire, mais ça ne dépend pas d'un semi-conducteur taïwanais. Ça ne dépend pas de terroirs raffinés en Chine. C'est trop fragile. Enfin, je ne vous fais pas un dessin, hein, mais c'est extrêmement fragile, ça. Enfin, c'est incroyable qu'on en soit encore là, aujourd'hui. Hein. Ça, c'est le monde performant qui est fragile. Là, c'est un exemple typique. Donc, vous voyez, en fait, le monde de la robustesse est technophile. En fait, on est en train de basculer de technologies aliénantes vers des technologies émancipatrices. Là, de nouveau, je fais du Ivan Illich dans le texte. Hein, les outils conviviaux. Voilà, on va faire des outils conviviaux. Bon, ça, c'est ce qu'il faut dire aux élèves ingénieurs qui désertent les écoles d'ingénieurs. Hein. On n'a jamais tant eu besoin d'ingénieurs, mais c'est le métier qui va changer. Vraiment, le sens, quoi, le sens du métier.
Voilà, donc on arrive à un moment de bascule. Vous voyez, en fait, on a été pendant très longtemps un peu biberonné au monde stable, et donc on faisait de la performance tout le temps. Et puis quand il y avait une crise ponctuelle, on se posait la question de la robustesse. Bon, ben maintenant qu'on rentre dans la polycrise, dans la permacrise, on va faire de la robustesse tout le temps, et ce qui va nous permettre d'autoriser des courts moments de performance. Donc c'est vraiment l'inverse. Alors, juste pour terminer, je vais finir par terminer, juste pour vous dire qu'il y a de plus en plus d'organisations qui s'embarquent dans cette robustesse, qui la mettent dans leur raison d'être. Et donc, ce qui est assez intéressant, alors je suis un peu aux premières loges pour le voir venir, ça c'est qu'il y a, alors avant la crise Covid, il y avait quand même peu d'organisations qui en parlaient. Hein. La crise Covid a quand même bien permis de voir le monde fluctuant, c'est-à-dire que ce n'est pas une crise ponctuelle, hein, c'est la bande-annonce du monde qui vient, hein, la pandémie de Covid. Hein. Donc une fois qu'on a compris ça, eh ben en fait, il y a de plus en plus d'organisations qui mettent ça dans leur raison d'être. Et c'est ce que je vois ces dernières années, là, c'est que c'est des entreprises et des associations, des territoires de plus en plus gros. Donc les étourneaux, là, à la marge, sont en train de contaminer le cœur. Ils sont en train de ringardiser le cœur qui est encore coincé dans l'ultra-performance. Donc il y a de tout, hein, dans tous les secteurs, voilà, des installateurs de panneaux solaires, des hôpitaux, du soin palliatif, des vignerons, OE par exemple, la Fondation de France, toute la Belgique francophone, l'administration de la Belgique francophone qui a mis la robustesse dans sa raison d'être. Donc voilà, c'est en train de venir d'un peu partout, quoi. Donc regardez autour de vous, en fait c'est mon message, hein, c'est votre veille, faites-la dans votre territoire, vous allez trouver des tas d'objets, des tas d'organisations, de produits, d'initiatives qui sont au service de la robustesse. Mais en fait, si j'ai un conseil à vous donner, c'est mon seul conseil, si vous voulez enrobuster votre projet, enrobuster votre université, enrobuster votre laboratoire, enrobuster votre futur projet, alors vous pouvez faire venir un expert de la robustesse. Alors ça, c'est quoi ça? Ça, c'est la solution performante, clé en main. La béquille, hein, fragile, donc ça c'est pas inutile, mais ça ne va pas transformer. Ce qui est beaucoup plus pertinent, c'est vous de faire des groupes, des communautés apprenantes. Vous prenez 5-6 personnes qui veulent enrobuster leur projet, parlez-en entre vous, travaillez la notion, vous voyez les angles morts, les freins, les opportunités, etc. Et vous allez créer une communauté apprenante. Et donc là, il y a un site web qui a été créé par Gatien Bataille et Laurent Marceau qui s'appelle larobustesse.org, qui regroupe les écrits, les jeux, une fresque de la robustesse, des posters, enfin bon, plein de choses, quoi, des méthodes aussi. Donc vous pouvez y aller pour démarrer une communauté apprenante. Et donc ces communautés apprenantes commencent à se développer très fort. Donc il y a des communautés apprenantes territoriales, donc il y a une communauté apprenante sur Brest, sur Rennes, il y en a aussi en Alsace, enfin ça commence à venir là. Il y a aussi des communautés apprenantes thématiques. Donc logement et robustesse, santé et robustesse, improvisation et robustesse aussi, il y en a une qui vient de sortir là. Enfin, bon, donc ça n'arrête pas. Donc vous allez voir aussi aux municipales, aux élections municipales, il y aura de la robustesse dans les programmes de certains, quoi, ou certaines. Voilà. Donc soyez aux aguets. En tout cas, c'est en train de se développer très fort. Et ça, là pour le coup, on transforme les territoires. Parce que ça, c'est émergent. Là, on fait de la coopération territoriale. Bon, allez, je vais m'arrêter parce que voilà, j'ai les midi passés. Si vous voulez creuser, donc il y a aussi des bouquins. Ce que je peux vous conseiller peut-être surtout, c'est le petit manifeste, là, le petit antidote au culte de la performance chez Gallimard. Donc c'est un texte de 60 pages, texte court, mais incisif. C'est un texte d'intervention, voilà, pour générer une forme de déclic. Le manifeste pour une santé commune avec les collègues de l'Institut Michel Serres. Donc ça, c'est plus sur les 3 santé et comment en fait ça peut décliner la robustesse dans le territoire. Les 3 bouquins chez Odile Jacob, bon, c'est différents thèmes, c'est plus en profondeur. Bon, il y en a un prochain qui va sortir en mai, je peux vous le dire aujourd'hui, là, qui va s'appeler normalement Chronique d'un monde qui craque. Donc c'est un peu une revue de presse à la sauce performance robustesse. Avec, voilà, enfin bref. Et puis il y a aussi un MOOC Sator. Sator, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une plateforme avec plein de cours sur des sujets importants comme l'eau, l'économie, la comptabilité. Voilà. Et c'est 20 fois une demi-heure. Donc c'est un peu des cours en vidéo, quoi. Donc c'est un abonnement, voilà, c'est possible. Et puis des ressources en ligne. Je vais m'arrêter là pour qu'on ait un peu de temps pour les questions. Désolé, j'étais un petit peu long. Merci de votre écoute. Oui, il y en a là. Merci beaucoup pour votre présentation. Apparemment, vous aimez écrire des phrases
Et ça serait bien. On vous invite à venir à l'UTT pour réécrire les référentiels de compétences de nos ingénieurs, parce que c'est pas si facile que ça d'intégrer des... Enfin, nous, on appelle ça des valeurs transversales à l'UTT. Malheureusement, les valeurs transversales, ce ne sont pas des valeurs structurantes, donc ça n'apparaît pas dans les référentiels de compétences. Et dans les référentiels de compétences, on est encore avec l'ancien vocabulaire, performance, machin, c'est très technique. Et voilà, on ne sait pas comment restructurer tout ça. En tout cas, ce n'est pas facile parce qu'il y a un changement de paradigme à faire. Tout le monde n'est pas préparé. On a encore l'ancien vocabulaire. Évidemment, le mot vivant n'apparaît dans aucun référentiel. Donc, tout est à changer, tout est à repenser. Et le problème, c'est qu'on ne prend pas le temps de le faire. Donc, moi, j'ai l'impression qu'en fait, enfin, j'espère que le directeur n'est pas là, mais on forme des ingénieurs pour hier. Voilà, pour hier et non pas pour demain. Et ce qui serait intéressant, c'est justement de repenser l'ingénieur de demain et comment on structure la formation, comment on restructure les référentiels de compétences, parce que les branches sont encore très techniques et c'est la finalité. Or, normalement, maintenant, ça ne doit plus être la finalité, justement. Ça doit être des moyens au service d'un autre projet. Or, on ne pense pas du tout encore comme ça dans les écoles d'ingénieurs. Donc, ça serait bien de créer quelque chose pour que toutes les écoles d'ingénieurs repensent l'ingénieur de demain autrement. Et il y a vachement de boulot. Hein. Il y a le deuxième micro, on peut le... Est-ce que... Oui, c'est bon, il est parti. Merci, oui. Alors, on peut faire en effet plein de choses. Alors, les communautés apprenantes peuvent se faire à l'échelle de l'UTT sans problème. Hein. Ça peut être un point de départ. Alors, il y a l'INSA de Lyon qui a fait quelques chemins, enfin, qui a fait un peu de chemin dans cette direction-là. Enfin, il y a peut-être on peut aussi faire ça en archipel. Hein. Il y a des écoles d'ingénieurs qui commencent à réfléchir à la question. Il y a un truc à faire, à mon avis, qui est assez simple, c'est chasser le mot performance. Parce qu'en fait, très souvent, on va utiliser le mot performance. Enfin, vu qu'on est dans un culte de la performance, c'est un mot qui vient très vite et qui parfois désigne des choses qui n'ont rien à voir avec la performance. Donc c'est même incroyable. Hein, c'est que, par exemple, j'entends très souvent, quand je rencontre des chefs d'entreprise, qui me disent « mais l'objectif d'une entreprise, c'est d'être performante ». Eh ben non, c'est d'être rentable, si on prend juste la partie économique, hein, rentable. Alors la rentabilité d'une entreprise dans un monde stable, abondant en ressources, oui, c'est corrélé à sa performance. Dans un monde fluctuant en pénurie chronique de ressources, la rentabilité d'une entreprise est corrélée à sa robustesse. Parce que les plus performantes, c'est celles qui explosent en vol. Et donc, c'est incroyable, hein, mais c'est le mot performant. Donc, en fait, chercher des synonymes. En tout cas, qu'est-ce qu'on veut vraiment dire quand on dit performant? Très souvent, c'est pas du tout performant qu'il faut utiliser, hein, le mot. Hein. Enfin, il y a des fois, oui, mais c'est le pompier, peut-être, on va dire, oui, là, il faut qu'il soit performant, mais la plupart du temps, donc déjà, chasser le mot performance. Alors, il y a même un certain Maxime là, qui a fait un add-on sur Firefox, ça s'appelle Sémiosol. Donc, quand vous avez un texte, donc n'importe quel site web ou texte, ça remplace le mot performance par le mot violence. Alors, c'est très pratique, ça, parce que ça permet tout de suite de voir la face obscure de la performance. Donc, par exemple, performance durable. C'est compliqué. Performance globale. Tous ces mots-là, en fait, il va vraiment falloir arrêter tout ça. C'est complètement... Ça, en fait, ça dit juste qu'on est dans une dérive sectaire, en fait. On est dans un burn-out et on dit, allez, fais un effort. Quoi. C'est n'importe quoi. Mais il y a du chemin, je suis d'accord. Bonjour et merci pour toutes ces informations et réflexions. J'ai une question sur les mots, justement, parce qu'on a beaucoup parlé aussi de résilience, qui était le mot 2020 peut-être. Et voilà, ça m'intéresserait d'avoir votre éclairage sur résilience et robustesse. Merci. Alors, sur la résilience, je dois confesser que je me suis radicalisé. Donc, il va falloir... je dis ça un peu en ouverture. Donc, alors, la résilience. La partie, moi, j'ai bien aimé le mot résilience il y a une dizaine d'années parce que je me disais, ah ben voilà, enfin un mot qui signe l'arrêt de mort du développement durable. Parce que le développement durable, c'est encore la croissance verte. Hein. Enfin, je vais le faire dans le bon sens, voilà, la croissance verte. Donc, on continue à croître, développement durable. Voilà. Donc, si on dit développement durable, ça veut dire que le développement n'est pas durable. Hein. Dès qu'on met des adjectifs, en général, il y a un problème. Hein. Sobriété heureuse, ça veut dire qu'elle est malheureuse en fait. Oui, donc tous ces trucs-là, c'est compliqué. Donc résilience, enfin on a compris qu'on rentrait dans le monde fluctuant, donc la courbe elle est plus comme ça, elle est comme ça, on tombe et on se relève. Donc là moi j'étais dit, ok, on a compris qu'on allait rentrer dans les fluctuations.
Et puis après, en réfléchissant un peu plus, et puis en discutant avec des historiens, des sociologues, etc., enfin, des gens un peu plus ouverts sur ces questions-là, eh ben, on se rend compte en fait que la résilience, alors ça vient de résilire en latin, rebondir, c'est un mot du XVIIe siècle qui disait l'écho, le son qui rebondit sur un mur. Et puis après, c'est devenu en psychologie, en physique, hein, les matériaux résilients qui reviennent à l'état initial, au-delà de la fenêtre d'élasticité. Et puis c'est aussi la résilience socio-écologique, un incendie, puis la forêt qui repousse, quoi. Alors bon, très bien. Alors pourquoi pas alors il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que la résilience, ça marche, si on veut, quand il y a un traumatisme. C'est que s'il y a un énorme traumatisme, une rupture systémique, on tombe, et comment on fait pour se relever? Si on est dans la polycrise, on ne va pas faire de la résilience à chaque fois. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que la résilience, quand vous en parlez par exemple avec des gens du Bataclan, ils veulent vraiment pas qu'on leur dise qu'ils sont résilients, hein. Ils supportent pas le mot résilient. Parce que la résilience, c'est quand même, au fond, le retour à l'état initial. Après un traumatisme, on ne revient jamais à l'état initial. On se transforme. Donc c'est un mot qui dit le contrôle. C'est en fait, avec la résilience, on veut maîtriser le traumatisme. Eh ben non, le traumatisme, on ne le maîtrise pas. Il faut lâcher le contrôle. Ça, c'est la robustesse. Et alors, un autre point, enfin, je ne vais pas être trop long, mais dans le monde économique et politique, la résilience, c'est devenu un outil pour en fait, justifier les pires politiques, hein. Donc c'est par exemple la politique nationale de la résilience au Japon. Après Fukushima, c'est une phrase, hein: pour ne pas avoir peur des radiations, il faut s'exposer. Donc ça, c'est vraiment, vous voyez, en fait, c'est la courbe là où on tombe, on se relève, mais on oublie tous ceux qui sont restés en bas, hein. Ça, on sélectionne les résilients. Donc extrêmement toxique. Et puis peut-être le dernier point, c'est en fait que la résilience, c'est une réincarnation du péché judéo-chrétien. C'est qu'en fait, c'est un peu cette idée qu'on n'apprendrait que dans l'échec. Il faut se faire mal pour gagner, hein. No pain, no gain. Alors ça, c'est quand même une vision extrêmement étroite de l'apprentissage. Les écoles, ce sont des endroits où on apprend par la réussite, pas par l'échec. On apprend aussi des échecs, hein, mais ce n'est pas la seule voie. On n'est pas obligé de se faire mal pour apprendre. D'ailleurs, il y a un article d'il y a quelques mois là, qui le démontre très bien. Tous les super champions, hein, qu'ils soient au jeu d'échecs, en sport, en musique, donc ceux qui étaient très très bons quand ils étaient tout petits, hein, vraiment les virtuoses de 5 ans, là, il n'y en a à peu près aucun qui devient un champion plus tard. Ceux qui deviennent des vrais champions plus tard, c'est des gens quand ils étaient jeunes qui faisaient plein de choses différentes, de la musique, du sport, etc. Et en fait, là, ils se sont vraiment dépassés. Donc en fait, c'est vraiment, faut vraiment sortir de cette idée-là. Donc c'est pour ça, moi, je parle de robustesse, parce que c'est le mot juste. Quand les fluctuations augmentent, on augmente son niveau de robustesse. C'est qu'au lieu de s'occuper des canaux de sauvetage en se focalisant sur la rupture, on va collégialement s'occuper du bateau. Ça, c'est la robustesse. Les canaux de sauvetage, c'est la résilience. Enfin, d'un certain point de vue, hein. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas de canaux de sauvetage, hein, il en faut aussi, mais le focus, c'est sur le bateau, avant les canaux de sauvetage. Enfin, si je dois le dire d'une autre façon, et puis là, je vais vraiment enfoncer le clou de la résilience. Encore une fois, hein, je me suis radicalisé, comme vous voyez, hein, mais la résilience, c'est un peu la pulsion de mort, en fait. Qui veut être résilient? Parce que quand on veut être résilient, ça veut dire qu'on va tomber. Quand on est robuste, on se place dans les conditions dans lesquelles on ne tombe pas. En fait, on peut baisser, mais on est sûr de rebondir, quoi. Donc c'est en fait, alors si je, et puis je vais terminer, la résilience, c'est une trajectoire qui est enfermante, qui est optimisable, qui est contrôlable. La robustesse, c'est un espace. En fait, c'est des bornes qu'on écarte pour autoriser n'importe quelle trajectoire, y compris la trajectoire résiliente. Mais on ne va pas vraiment l'appeler résiliente, c'est juste que c'est une des trajectoires dans l'espace de robustesse. Donc ça, c'est la pulsion de vie. Bon, c'est un peu bullet points, hein, mais... Tu as été très robuste. Merci beaucoup. J'ai 2 questions. Il y en a une qui est plus axée sur ce qu'on essaie de faire en Europe en ce moment, à savoir recouvrer une forme de, j'aime pas trop le mot, mais souveraineté numérique. Est-ce que vous pensez que le recours finalement à l'open source sur beaucoup de sujets pour nous doter quand même d'une colonne vertébrale numérique participe de la robustesse? Première question.
Ma deuxième question, comme je suis du mauvais côté de la force, puisque je suis élue, mais que j'essaie quand même de réfléchir au monde dans lequel nous sommes, au monde qui vient, et je partage en tout cas l'idée selon laquelle systémiquement ça ne marche pas. Je l'éprouve, y compris dans mon incapacité à transformer et mon impuissance publique dans mon travail d'élu. Et je voulais vous demander si vous pensez que si on fait finalement de la santé du vivant le moteur de l'action publique, de l'économie, et finalement, sans bouleverser systémiquement nos grandes catégories, économie, sociale, etc., finalement, on pourrait avoir une super croissance robuste. Ça marche. Alors sur la première question, l'open source, en effet, c'est un point clé de la robustesse, mais par contre, il faut bien le définir. C'est que par exemple, dans les Creative Commons, il y a toute une collection de Creative Commons, il y a les NC, ND, SA et compagnie. Alors, celui qui est vraiment open source, c'est le CC BY SA, quoi. Parce que celui-là, il est contaminant. Et donc, pour le dire simplement, tous les appels à projets compétitifs actuellement sont compétitifs et donc sont coincés dans le monde de la performance. Et ça fait de la destruction. Des associations qui sont en compétition les unes contre les autres et qui, du coup, ça réduit les budgets, ça pousse à ne pas faire des coalitions et donc c'est destructeur pour le territoire. Si maintenant on transforme les appels à projets compétitifs en appels à commun, ça veut dire que tout le monde répond à l'appel, mais celui qui gagne partage avec les autres pour faire des laboratoires pluriels. Ça, c'est du CCBY-SA contaminant. Alors là, c'est extraordinaire. Alors je dis ça peut paraître complètement utopique, ce truc-là, sauf que non, ça existe comme toujours, la forêt qui pousse. Donc ça, c'est Gabriel Plassa de l'ADEME, le projet sur les véhicules intermédiaires. Donc c'est pour la ruralité, le dernier kilomètre, si vous voulez, là, les petits véhicules entre des vélos et des voitures. C'est un appel à commun. C'est-à-dire que toutes les entreprises qui participent à ça s'engagent à partager intégralement toutes les innovations. La concurrence libre et non faussée n'existe plus quand on fait un appel à commun, évidemment. C'est un appel à coopérer. Et ça existe, et ça marche très bien. Ça fait un énorme laboratoire national de véhicules intermédiaires. Et donc ça, c'est de l'open source. Et donc après, sur le numérique, ce qu'on peut développer, évidemment, c'est les logiciels libres, parce que ça, c'est beaucoup plus robuste. Parce qu'évidemment, on ne dépend pas d'un propriétaire qui est aux États-Unis ou en Chine ou où on veut, surtout aux États-Unis en ce moment. Là, en fait, on a un forum d'utilisateurs qu'on peut activer. Donc, ça veut dire que dans toutes les organisations, il faut au moins avoir un ordinateur Linux avec des logiciels libres, parce que le jour où il y a des cyberattaques, c'est celui-là qui va tourner. Donc, c'est tout simple, mais donc ça c'est essentiel. Donc voilà, sur l'open source, et ça doit vraiment être une logique. C'est que quand on lance un appel à projet, il faut dire que tout ce qui va sortir, ce sera en CC-BY-SA. Ça va vraiment transformer. Parce que ça fait tout de suite le tri. Ceux qui ne participent pas vont rester dans le culte de la performance. Ceux qui participent, là, on sait qu'on construit de la coopération. Et ça va enrobuster le territoire. Donc là, il y a Gatien Bataille qui est très véhément là-dessus. Et il a réussi en Belgique à ce que les appels à projets commencent à, par défaut, demander ça. C'est qu'en fait, si on répond à l'appel à projet, on s'engage à partager après. Donc ça, c'est extrêmement positif. Alors ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, du coup, j'ai oublié. Ah oui, la santé, oui. Bien sûr. Alors en effet, oui. Alors ça j'y crois beaucoup. Et d'ailleurs, c'est un peu l'objet du manifeste pour une santé commune. C'est qu'en fait, la santé, c'est la façon de rendre intime des problématiques complexes. Que ce soit le dérèglement climatique, le pouvoir d'achat, enfin des tas de choses qui n'ont absolument rien à voir. Dès qu'on commence à rentrer par l'angle de la santé, tout ça rentre et c'est l'émotion. C'est-à-dire que le corps parle. Et ça, c'est extrêmement mobilisateur. Et donc, tout ramener à la santé, je trouve, en tout cas, c'est un bon point d'entrée. Alors, évidemment que c'est une santé qui n'est pas une santé curative. Parce que la santé curative, c'est encore une phrase d'Ivan Illich, la médecine est l'alibi d'une société pathogène. Ça, c'est le problème de la performance. Donc, on va inventer des super anxiolytiques qui vont nous permettre de bien profiter de notre burn-out. Ouais. Ça, c'est la société pathogène. Donc, on va plutôt la santé. Il faut aller jusqu'à la société pathogène. Donc, ça veut dire santé. En fait, c'est la santé. Comme manifeste pour une santé commune, c'est tout simple. Il y a 3 santés, la santé des milieux naturels, la santé sociale, la santé des humains. Et c'est une hiérarchie. C'est-à-dire que quand on prend soin des milieux naturels, on répond aux pénuries de ressources, aux toutes les fluctuations du monde.
Donc ça, c'est le soin au milieu naturel. Le soin au milieu naturel, on le fait collégialement, on le fait à plusieurs. Donc ça crée de la santé sociale, ça fait du lien social, santé sociale. Cette santé sociale, à force, ça permet des experts, ça soigne les humains, donc santé des humains, et ça crée des expertises, ça crée des modèles économiques. Et donc en fait, l'économie n'est plus la contrainte d'entrée, c'est le produit de sortie. Mais c'est toujours des entreprises, c'est les mêmes personnes, hein, évidemment, hein, mais c'est juste qu'on a inversé la pyramide. L'économie n'est plus la fondation de nos modèles, c'est le soin des milieux naturels. Et vraiment, le point important, il y a le soin des milieux naturels, mais le point important, c'est la santé sociale. Parce que si on ne prend que soin des milieux naturels et qu'on pense que les humains seront en bonne santé, c'est de la pensée magique. Hein. Se balader en forêt, c'est super, mais ce n'est pas ça qui va soigner les gens. Il faut de la santé sociale. C'est le lien entre le soin des milieux naturels et le soin des humains. Et donc, en effet, la santé, ça, c'est un point clé. Et c'est vraiment une très belle porte d'entrée parce que c'est un peu du même niveau que la sécurité. C'est les deux grands mots du siècle, santé, sécurité, c'est les deux mots qui répondent au monde fluctuant. Et donc ça veut dire aussi que politiquement, pour moi, il faut s'emparer des mots qui ont été appropriés par le champ de l'extrême droite. Donc souveraineté, patrie, identité, tout ça, il faut le remettre à la sauce du monde fluctuant et vous allez voir que c'est très différent. Ce n'est pas du tout les mêmes définitions. Hein. La souveraineté, par exemple, c'est l'autonomie du territoire. La sécurité, c'est la viabilité du territoire. Donc ça n'a rien à voir en fait. Hein. Donc c'est vraiment autre chose par rapport à ce qu'on peut entendre. Donc en effet, la santé est une très bonne porte d'entrée. Bonjour, merci. Moi, je suis embêté d'opposer la robustesse à la performance parce que, selon moi, qui dit performance dit indicateur de performance. On parle peu d'indicateurs de performance dans ce que vous dites tout à l'heure, et ce que je crois profondément sur l'évolution de la société, ce qui génère le burn-out auquel je m'associe aujourd'hui, c'est que simplement nos indicateurs de performance ont été orientés sur la performance économique. C'est encore le cas. Le seul indicateur de performance dans nos sociétés aujourd'hui, c'est notamment le PIB qui ne veut absolument plus rien dire et qui nous conduit encore plus vers le burn-out. L'enjeu, me semble-t-il, c'est qu'il est nécessaire d'inventer des nouveaux indicateurs de performance d'une société et que la robustesse peut conduire à la performance au contraire et que probablement une société performante demain sera une société robuste. Mais il est nécessaire de déployer ces indicateurs de performance aujourd'hui. J'aimerais bien vous entendre à ce sujet. Alors, il y a un certain Olivier Bush qui a créé le site robustesse.org, qui est donc là, c'est un autre site, hein, il n'y a pas là, quoi, robustesse.org, donc c'est en Belgique, qui a développé des KRI, donc comme il y a des KPI, donc les Key Performance Indicators, et donc il a fait des Key Robustness Incentives. Alors, au début, il voulait l'appeler des indicateurs, mais je lui ai dit, non, ça ne peut pas être des indicateurs. Donc c'est ça que je vais expliquer. En fait, donc, on peut trouver dans des organisations robustes, on va trouver des choses, hein, diversité des activités, polyvalence, du stock, un banc de touche, du lien au vivant très fort, c'est arborescent, ça ne s'arrête pas. Tout ça, on va trouver des repères quoi, hein, qui vont nous dire oui, ça ressemble à une organisation robuste, où il y a des marges de manœuvre, il y a du jeu, il y a du gras, quoi, il y a du slack, tout ce qu'on veut. Quoi. Donc ça, en effet, on peut trouver comme ça des repères de robustesse. Mais par contre, je pense qu'il faut sortir du mot indicateur. Parce que l'indicateur, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il indique. Un indicateur, ça n'a de sens que si demain est comme aujourd'hui. Dans un monde fluctuant, demain n'est pas comme aujourd'hui. Enfin, en tout cas, pas tout le temps. Donc, ça veut dire que, on l'a bien vu avec le Covid, hein, il y a plein d'indicateurs de performance en 2019. Bon, en 2020, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Quoi. En fait, donc, si on sort de l'indicateur, en fait, il faut juste faire une critique de l'indicateur. Et donc là, il y a une loi qui est là aussi une loi systémique et très globale. C'est la loi de Goodhart. La loi de Goodhart qui dit « Quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable ». Et donc ça, c'est le problème de l'indicateur de performance. Donc c'est que l'indicateur de performance pousse à la pensée réductionniste. En fait, ça pousse à la canalisation. On ne voit plus que l'indicateur et on oublie tout le reste. Il y a aussi un adage zen qui dit la même chose. L'adage zen qui dit « Celui qui a atteint son objectif a manqué tous les autres ». C'est ça le problème de l'indicateur. C'est que ça pousse à... il y a toujours un indicateur qui va écraser les autres. Quoi. Et donc, en fait, on va aller sur cette voie-là. Donc, en fait, l'indicateur, c'est un outil statique adapté à un monde stable. L'indicateur, dans les entreprises, il y en a plein d'indicateurs de performance et on les utilise parce qu'en fait, on fait l'hypothèse que le monde est stable. Et donc, on crée des tendances. On va faire des moyennes d'un mois sur l'autre et les indicateurs vont nous permettre de faire des prévisions de résultats, etc. Alors, si on rentre dans un monde fluctuant, il ne nous faut pas un outil statique adapté à un monde stable, il nous faut un outil dynamique adapté à un monde instable. Alors, c'est quoi l'antidote de l'indicateur de performance ? Eh bien, c'est le stress test.
le stress test. Le stress test, c'est je prends mon organisation et je la chahute. Donc, par exemple, demain, voilà, on n'a plus accès à Internet pendant 6 mois sur toute la planète. Ça nous pend au nez, hein, ça va arriver. Hein. Quand on voit la fragilité de l'infrastructure numérique, bon, ça va arriver un jour ou l'autre. Mais ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être le pétrole qui est 2 fois plus cher. Par exemple, le détroit d'Ormuz qui est bloqué. Ça peut être une méga inondation dans le territoire. Voilà. Une fluctuation qui arrive et on se pose 2 questions. Quelles sont les conséquences et qu'est-ce qu'il faut faire de façon préventive le jour où ça arrive pour qu'il n'y ait pas de problème? Ça, c'est un stress test. Alors, ça, c'est la version la plus simple. Vous pouvez vous inspirer. Il y a un stress test qui existe, qui est disponible en ligne, qui s'appelle Tumult, qui vient de la métropole de Lyon, qui a été créé par Grégory Richard. Tumult, c'est un jeu, c'est un stress test à destination des entreprises pour les enrobuster. Il parle de robustesse. Et alors, ce qui me plaît bien là-dedans, c'est non seulement que ça existe, mais c'est très symbolique de la bascule de la performance à la robustesse. C'est que pendant très longtemps, les métropoles ont voulu attirer le maximum d'entreprises, toujours plus. Et puis, on s'est rendu compte que dans le monde fluctuant, ça faisait beaucoup de casse sociales, beaucoup de pollution, beaucoup de problèmes à gérer après le départ des entreprises. Donc maintenant, les métropoles affichent qu'elles ne veulent plus attirer d'entreprises, elles veulent au contraire renforcer les entreprises du territoire. On bascule de la performance à la robustesse. C'est vraiment incroyable. Hein. Alors après, je vais nuancer sur l'opposition performance-robustesse, parce que j'aurais bien dire les choses. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire qu'on va abandonner la performance. C'est juste qu'en fait, c'est dynamique, quoi. On va être dans un moment où on va faire beaucoup de robustesse, on va nourrir la robustesse en permanence pour avoir suffisamment de potentiel pour qu'on puisse le dissiper dans les moments de crise. Donc ça veut dire qu'une entreprise, par exemple, elle va penser en antiphase. Quand tout va bien, elle investit dans sa robustesse. Quand c'est la crise, elle autorise la performance pour une durée courte. Et c'est grâce à sa robustesse qu'elle va pouvoir dissiper ce potentiel. Ça, c'est encore une expression qu'on entend souvent dans les entreprises, c'est la performance, ça permet de mettre les entreprises en capacité. Eh bien non, c'est le contraire. C'est que quand on fait de la performance, on épuise ses ressources. Et donc à la prochaine crise, on n'aura plus aucune marge de manœuvre. Donc ce qui met en capacité les entreprises, c'est leur robustesse qui leur permet d'avoir ce potentiel et de pouvoir dissiper un peu quand il y a une crise. Donc, alors, c'est pas pour dire que les indicateurs de performance, c'est pareil, on ne va pas les mettre à la poubelle non plus, on va les garder, mais ils vont passer au second plan. Dans une réunion de CODIR, on va d'abord faire un stress test et après, on va se poser la question des indicateurs de performance. Alors que là, à l'heure actuelle, on fait l'inverse. On fait d'abord des indicateurs de performance, on fait des super business plans, et puis le monde arrive avec ses fluctuations et on se rend bien compte qu'on n'a absolument pas atteint ses objectifs. Le nombre d'entreprises qui me racontent que c'est un peu un fantasme. Ça dépend quels sont les objectifs de l'entreprise, encore une fois, ou d'une société d'une manière générale. Si une société aujourd'hui, juste la performance a sa capacité à générer de la croissance et donc du PIB, effectivement, ça ira à l'encontre de la performance sociale qui me semble être la priorité qui nous attend. Oui, alors, encore une fois, hein, c'est pas pour dire qu'il ne faut pas se donner d'objectifs. Par exemple, pour faire de la coopération, il faut qu'il y ait un objectif commun. C'est ça qui mobilise un groupe. Mais par contre, dans le monde de la performance, l'objectif commun sera rigide. On va toujours garder le même. Dans le monde de la robustesse, l'objectif, on va le réviser régulièrement. Donc, par exemple, si je prends l'exemple d'une entreprise, si je suis une entreprise qui fait des chaussures, eh bien, il faut que je m'ouvre à la possibilité de devenir une école. C'est que je ne vais pas devenir une plus grande entreprise de chaussures où je vais aussi faire des sacs à main. Non, c'est beaucoup plus large que ça. C'est que je vais peut-être faire une collaboration avec la start-up Fungus Sapiens qui fait du cuir vegan, donc à base de champignons, tout en circularité totale. Et du coup, je commence à avoir des étudiants qui viennent dans mon magasin parce que voilà, c'est juste un petit lien comme ça. Et puis un jour, il y a une dermatose ou je ne sais pas quoi qui fait que j'ai moins de cuir ou que j'ai un problème d'approvisionnement. Et bien là, je commence à vendre du cuir vegan dans mon magasin et puis à développer des nouveaux projets. Et puis en fait, je deviens une école du cuir vegan, quoi. Mais voilà, ça veut dire que là, j'ai des objectifs, mais qui évoluent dans le temps. Mais performance sociale, j'ai quand même un problème avec ça. Hein. C'est plutôt de la robustesse sociale, ce qu'on va chercher. Parce que la performance sociale, c'est par exemple mettre des guichets numériques. Si on a des guichets numériques, pour les services sociaux, on aura accès à plus d'informations plus rapidement. C'est plus performant. Par contre, le jour où il y a une panne informatique, on n'a plus du tout de services et surtout, on n'a plus formé de gens pour donner ces services. Et donc là, on perd vraiment les services. C'est pareil pour la télémédecine. Hein. La télémédecine, c'est beaucoup plus performant, c'est une forme de performance sociale aussi, sauf que si on généralise ça, alors il n'y aura pas de déserts médicaux tant que ça marche. Le jour où ça plante, là, on a des déserts médicaux éternels. Le temps qu'on reforme le nombre de médecins qu'il faut. Donc c'est pour ça, hein, à mon avis, c'est bien de questionner les mots, quoi.
merci beaucoup pour ces interventions. Et d'abord, je vous passe le bonjour d'Arnaud Créteau, que j'ai déjà envoyé la petite photo. Et on rentre dans l'année électorale. On ne sait pas si c'est une élection ou plus. Comment on s'inscrit la robustesse dans le monde, enfin en tout cas actuel ici, européen, démocratique? Et justement, bon, je parle aussi avec ma casquette président d'un tiers-lieu ici à Troyes, qui est le Rocher Créatif. Je suis tout à fait d'accord avec cette vision de il faut faire participer les autres, il faut faire les appels à projets où on fait participer les autres, mais surtout, je pense qu'il faut faire les appels à projets qui sont un peu plus long-termistes, parce que c'est ça que les associations en fait ont besoin. Alors que la politique, elle est de plus en plus court-termiste, ce qui ne devrait pas être le cas. Alors comment, justement, rentrer la robustesse dans notre système démocratique? Alors sur le rapport au long terme, ce qui est extraordinaire dans le monde fluctuant, c'est que le long terme vient au présent. C'est ça qui change tout en fait. C'est que en fait, c'est pas vraiment une question de court-termisme, c'est plutôt le monde qui devient du court terme. C'est que si je reprends l'exemple du Canada, en 2021, le climat de 2100 est arrivé en 2021. Donc en fait, c'est pour ça qu'on fait la robustesse. C'est parce qu'en fait, on sait qu'on ne prévoit plus, donc on se prépare. Quand on se prépare, ça veut dire qu'on voit le long terme, mais qu'on ne dit pas que ça va arriver dans longtemps, ça peut arriver cet été. Et là, d'un seul coup, on fait des projets beaucoup plus amples, plus larges, avec plus de marge. Alors, il y a une façon comme ça de rallonger ces projets avec le système actuel, hein, ça s'appelle la mutualisation. Et donc, je vais vous donner l'exemple de mon laboratoire, très situé du coup, donc laboratoire reproduction et développement des plantes. Donc nous, quand on répond à des appels à projets compétitifs, hein, c'est toujours des appels à projets compétitifs, c'est des financements pour 3 ans. On gagne une fois sur 5, allez, voilà, ou 2 fois sur 5 quand on est content. Voilà. Donc ça veut dire qu'on fait beaucoup de demandes. Quand on fait ça, en fait, le problème, c'est qu'on passe beaucoup de temps à chercher les financements et on passe moins de temps à chercher. Donc du coup, on va avoir moins de succès aux appels à projets. Alors dans notre laboratoire, c'est un peu historique, c'était une équipe au départ qui est devenue un laboratoire, maintenant on est 130. Et quand des chercheurs comme moi répondent à des appels à projets et qu'ils gagnent l'appel à projet, ils partagent intégralement le financement avec les 130 personnes du laboratoire. Donc nous, on fait dérailler l'appel à projet compétitif en appel à commun. Et donc nous sommes régulièrement invités au CNRS, hein, au QG à Paris, parce que ça se passe super bien. Dans le laboratoire, on publie très bien, on a des super financements, etc. Et à chaque fois, ils nous demandent, mais comment vous faites? Et à chaque fois, on leur dit, on ne suit pas les règles. Tout simplement, il faut désobéir au culte de la performance. Et je dis bien désobéir. Pourquoi obéissons-nous au culte de la performance? Il faut se poser cette question-là tous les jours. Et donc, quand on fait ça, tous les chercheurs du laboratoire ont des projets à 20 ans. Parce qu'on n'est pas tout le temps obligé de chercher des financements. Et en plus, ça fait des projets beaucoup plus interdisciplinaires, parce qu'évidemment, on va être curieux de voir ce que fait le voisin avec l'argent qu'on a récolté à droite à gauche, quoi. Et donc, quand il y a des audits, parce qu'il peut y avoir des audits, hein, surtout les projets européens, hein, les ERC, tout ça, il y a quand même des audits assez fréquemment. Alors, quand j'ai eu le cas, là, donc moi j'ai acheté un super microscope, tout ça, si j'ai un audit, je dirais qu'il y a 54 personnes dans mon projet. Je remplirai le tableur Excel. Voilà, c'est un peu idiot, hein, mais en fait, c'est pas grave, quoi. Voilà, on va jouer le jeu, mais le plus important, c'est que là, c'est de l'argent bien dépensé, enfin, c'est de l'argent du contribuable, hein, quand même, qui est bien dépensé au service de la mutualisation pour des projets qui durent plus longtemps. Et donc là, on allonge les projets. Alors, peut-être un autre ingrédient, c'est la pensée de Saul Alinsky. Saul Alinsky, c'est un activiste des années 30-60, donc c'est un I à la fin, Alinsky. Donc années 30-60, Grande Dépression, mouvement civique aux États-Unis, et qui a vraiment pensé la lutte sociale en profondeur et en version non violente. C'est celle-là, hein, qui est robuste. Hein. Parce que la version lutte sociale violente, elle est viriliste, performante. On est encore, parfois c'est utile comme le pompier, mais ça ne peut pas être un modèle, quoi. Alors la version non violente, donc, c'est de faire des alliances latérales. Donc par exemple, si je vous dis il y a 2000 enseignants du supérieur, hein, ou on va dire enseignants du secondaire qui marchent dans les rues de Troyes pour réclamer quelque chose, tous les citoyens voient ça, ils se disent ça c'est corporatiste. C'est les enseignants qui se regardent le nombril, quoi. Donc il n'y aura pas de soutien. Maintenant, vous avez 200 personnes qui manifestent dans les rues de Troyes, et dedans, il y a des enseignants, mais il y a aussi des éboueurs, des chefs d'entreprise, des assos, des tiers-lieux, etc. Tout ce qu'on veut. Là, tout le monde est représenté. Et ça transforme. Tout le monde sera représenté dans ce groupe. Ça, c'est ce qu'on appelle une minorité
active. Une minorité active, elle doit être plurielle pour activer une majorité silencieuse. Quand il y a un petit nombre de personnes qui représentent toutes les couches sociales, tous les secteurs, etc., ça transforme vraiment. Parce qu'en fait, il n'y a personne qui va aller contre. Pas grand monde. En fait, il faut aussi que la société soit prête à aller dans cette direction-là. Mais quand on regarde la transition écologique, il y a un sondage récent là, qui a montré que dans tous les partis politiques, de LFI au RN, il y a à peu près 2/3 des citoyens qui sont prêts à accélérer sur la transition écologique. C'est toujours pareil, ça c'est la forêt qui pousse. Le peuple est prêt à y aller là-dedans. C'est beaucoup plus serein, c'est en paix. Voilà, c'est un boulevard politique, ce truc-là. Mais il faut juste le voir déjà, savoir que c'est là, et trouver les mécanismes pour activer cette majorité silencieuse. Une des façons de faire, c'est de faire des minorités actives plurielles. Donc ça, c'est ce que dit Saul Alinsky, notamment. Voilà. Enfin, c'est des leviers. Merci pour cette présentation. Alors, selon vous, quelles seraient les voies pour se libérer du contrôle de gestion dans nos organisations, lucratives ou non? C'est vraiment le chef d'orchestre de la performance et on est sous cette dictature. Oui, alors j'entends. D'ailleurs, un contrôle de gestion, c'est un peu du radotage du contrôle. Contrôle, gestion, les deux, c'est du contrôle. Alors, une façon de faire, c'est d'inverser raison d'être et règlement. Dans le monde de la performance, on met le règlement avant la raison d'être. Donc on a un règlement avec 1500, 15 000 règles, et puis on a une raison d'être qui est cosmétique. C'est un peu du greenwashing ou du social washing, ce qu'on veut, mais c'est quelques grands principes très généraux, pas du tout applicables. Alors dans le monde de la robustesse, c'est l'inverse. Donc on a une raison d'être avec 5 ou 6 principes, donc très simple, mais par contre bien customisés. C'est une raison d'être vraiment adaptée si on est une entreprise qui fait des voitures, si on est une ville, une université, ça sera une raison d'être vraiment pour l'activité qu'on a. 5 ou 6 principes que tout le monde connaît. Parce que 5 ou 6 principes, on est capable de s'en rappeler. Donc voilà, raison d'être. Alors ça, qu'est-ce que ça permet, ça, d'avoir ça en premier? Ça permet en fait de désinhiber les approches créatives. C'est que s'il n'y a que la raison d'être, 5 ou 6 principes, là, on va faire monter beaucoup d'initiatives. Parce que c'est lâche, c'est assez large. Donc si on a des idées, ça va rentrer dans la raison d'être. Parce que c'est assez large. Et donc là, on va autoriser des approches de coopération, des approches participatives, et c'est seulement une fois qu'on a bien discuté, bien dialogué, qu'il y a eu plein d'échanges, qu'ensuite seulement on se pose la question du règlement. Alors je vous dis ça peut paraître comme ça complètement utopique, il se trouve que c'est ce qu'on fait quand on fait de l'architecture participative. C'est exactement la démarche. C'est que si je suis un architecte et que je vais dans un territoire pour faire de l'architecture participative, la première réunion, c'est je suis avec mon stylo et je note ce que disent les citoyens de ce qu'ils veulent de la place, de l'école, du bâtiment, tout ce qu'ils veulent. Alors, dans le monde de la performance, les citoyens, ils jouent le jeu, mais dans leur tête, ils disent, oui, de toute façon, ils ne vont pas m'écouter. Parce que voilà, dans le cadre de la performance, on n'a pas cette culture de la participation. La deuxième réunion, donc un mois après, les citoyens reviennent, l'architecte arrive et il montre les plans et c'est exactement ce qu'ont demandé les citoyens. Donc à la deuxième réunion, il y a un déclic. Là, les citoyens se disent « Ah, ok, donc là, maintenant, ok, on m'écoute. » Donc là, c'est à cette réunion-là qu'il y a les idées les plus intéressantes, finalement. Parce que là, il y a un climat de confiance qui s'installe. On fait 5 cycles, 5, pour vraiment arriver à avoir un projet très bien construit. Il n'y a toujours pas de règlement. On n'a toujours pas parlé du règlement, incendie, rien de tout ça. On n'a fait que de la raison d'être. Et là, au bout de la 6e fois, là, on commence vraiment à raffiner. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on sort le règlement. Et là, il va y avoir des conflits, évidemment. On va dire, ah bah oui, mais là, il faudrait quand même mieux mettre un extincteur dans ce coin-là. Ça, c'est le règlement qui va plutôt nous aider à voir des choses qu'on n'avait pas vues. Et puis, il y a des points de blocage. Il y a des endroits où ça va aller contre le règlement. Ce qu'on veut vraiment, ce que les citoyens veulent vraiment, ça va contre le règlement. Qu'est-ce qu'on fait là? Et là, on change le règlement. Ça, c'est la preuve par 7, Patrick Bouchain. Donc en fait, c'est beaucoup plus joyeux. Parce que quand on commence par la raison d'être, c'est la créativité qu'on met en premier et le règlement qui est une aide à la créativité. Alors que si on commence par le règlement, on inhibe tout le monde, c'est le contrôleur de gestion, voilà, ça inhibe tout le monde, ça tue la créativité et la raison d'être n'est là que elle sert à rien en fait. Voilà. Donc en fait, d'inverser raison d'être et règlement, ça c'est extrêmement fertile pour en fait avoir cette posture où on lâche du contrôle. Voilà. Merci. Moi, je me questionnais par rapport à nos systèmes politiques, particulièrement le système qu'on considère très démocratique, dont on est très fier,
en Occident, je pense, depuis toujours. Mais si on les questionne donc, par rapport à l'axe de la robustesse, on se rend compte qu'ils sont très loin de la nuée d'oiseaux qui volent, qui sont plutôt très hiérarchiques. Et donc, voilà, c'est quoi votre point de vue là-dessus? Alors, dans le monde politique actuel, il faut aussi noter la part de robustesse qu'il y a dans le système politique. Si je vais vraiment au cœur de la démocratie, par exemple, on a le secret des sources pour les journalistes. Le secret des sources pour le journaliste, c'est un frein à la diffusion d'informations. Donc, ce n'est pas performant. C'est qu'on n'a pas accès à la source première. Donc, il faut faire confiance aux journalistes. Mais si on n'avait pas le secret des sources, bah, du coup, il n'y a plus personne qui parlerait aux journalistes, et donc on n'aurait plus de journalistes, et donc on perdrait le quatrième contre-pouvoir. Donc c'est vraiment essentiel d'avoir le secret des sources. Donc ça c'est une forme de robustesse. C'est la même chose pour le secret médical, hein. C'est la même logique. Pareil, on va contre la performance pour faire de la robustesse. Alors dans la démocratie, en fait, parfois on me pose la question, mais c'est quoi une démocratie robuste? Bah, la réponse c'est une démocratie. Voilà, tout simplement. C'est que actuellement, nous sommes plutôt dans une démocratie qui vire à la démocratie autoritaire. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Pascal Horry, hein, de l'Académie française, hein, qui n'est pas un hippie, qui n'est pas un anarchiste. Hein. C'est en fait c'est l'effet. Quand on utilise le 49.3 aussi fréquemment, c'est de la dérive autoritaire. Alors, on peut le justifier de plein de raisons, hein, mais ça reste une dérive autoritaire. Et il y a plein, les ordonnances, l'article 47.1, enfin, il y a plein de choses comme ça qui vont. On a plein d'outils dans la Constitution qui sont des outils plutôt anti-démocratiques, qui sont là pour faire de la performance. Et parfois, c'est utile, parce qu'il faut faire passer un texte, voilà, donc c'est le pompier dans l'incendie. Le problème, c'est quand on commence à être incontinent du 49.3. Là, c'est du culte de la performance. D'ailleurs, Sébastien Lecornu, voilà, il dit l'État efficace, hein, à peine nommé. Hein, donc, encore une fois, hein, ça c'est de l'incontinence de la performance. Donc ça c'est donc ça veut dire que dans le déboursier, il y a un peu de tout, quoi. Hein. Il y a de la robustesse et de la performance. Mais en effet, si on prend les oiseaux, alors c'est là où il faut sortir de la biologie peut-être, c'est que les oiseaux, c'est au sens presque premier du terme, c'est une anarchie. Alors une anarchie dans le sens, comme dit Proudhon, l'anarchie, c'est l'ordre sans le pouvoir. En fait, il y a un ordre qui émerge par l'auto-organisation. En fait, ça, dans nos vies, il y en a plein partout, hein, des trucs auto-organisés, des discussions, etc. Enfin, l'auto-organisation, on la vit tous les jours. Hein. Mais alors, c'est là où il faut quand même faire attention, parce que si on fait que de l'auto-organisation, la prix Nobel d'économie Elinor Ostrom le montre très bien, ça ne marche pas non plus. Donc, dans les 8 principes des communs, donc des communs qui sont des communs robustes, hein, parce qu'ils ont traversé les siècles, hein, des parcelles de haute montagne, des rizières, tout ça c'est des communs robustes. Un des 8 principes pour que ces communs restent dans la durée, etc., il faut qu'il y ait une reconnaissance extérieure, par une entité extérieure. Donc en fait, c'est le rôle de l'État dans le monde de la robustesse, ce n'est plus d'être un meneur, c'est d'être un facilitateur. Donc c'est peut-être là, enfin ma réponse ce serait ça, c'est que la démocratie dans le monde de la robustesse, c'est un ensemble, une organisation où l'État change de rôle. L'État est nécessaire, il faut de l'État. Un État failli n'est pas robuste. Il n'y a aucun exemple d'État failli qui est robuste. Donc il faut un État, hein. Donc il faut vraiment une reconnaissance extérieure. Par contre, l'État a un autre rôle. Ce n'est plus du tout d'être un prescripteur, de donner des plans, voilà, de tout planifier d'en haut. C'est plutôt un État qui facilite l'interaction entre les initiatives du territoire, qui démultiplie. C'est la Fédération française des trucs qui marchent, voilà, c'est cet esprit-là. Ça, c'est très joyeux. Hein. Ça réconcilie, on active le premier kilomètre de la démocratie. Et en fait, quand on regarde bien, actuellement, là, les étourneaux là, qui contaminent le cœur, en fait, le cœur du système, hein, si je prends le gouvernement, la Commission européenne, là, oui, là, c'est le cœur faisandé de la performance. Mais quand on va dans les politiques territoriaux, là, c'est beaucoup plus joyeux, hein, et c'est beaucoup plus intéressant. En fait, j'ai fait le tour un peu des certaines collectivités territoriales. Alors, c'est d'un certain bord politique quand même. En général, c'est plutôt eux qui m'appellent. Mais donc, c'est Lyon, Villeurbanne, Grenoble, Rennes, Bordeaux. C'est un peu la couleur, mais quand même. J'ai formé des agents, des collectivités territoriales, et ils ont toutes ces collectivités ont des projets vraiment très intéressants avec des super. Juste un exemple, hein, pour montrer que la démocratie ça fonctionne. À Lyon, par exemple, donc Lyon, ça sera la ville la plus chaude de France. C'est déjà quasiment le cas. Hein. Là, on est à plus 2,4 à Lyon. On est presque à 2,6 même maintenant. Donc c'est une ville où l'habitat tel qu'il est là, ça va être compliqué. Donc il va falloir transformer les appartements en appartements traversants. Il va falloir que la hauteur sous plafond, ce soit 2,80 m, pas 2,50 m. Hein. Donc c'est incroyable qu'on construise encore aujourd'hui des appartements avec 2,50 m. Il faut pouvoir brasser l'air. Hein. Donc 2,80 m. Il va falloir végétaliser les villes, etc. Donc plein de choses. Mais ça ne va pas suffire. Donc qu'est-ce que la métropole de Lyon a lancé? Un super projet qui est de planter de l'agroforesterie dans tout l'arc est de Lyon pour que ça fasse un climatiseur naturel. Et ça dit bien la dimension des changements qu'il va falloir mettre en place pour le siècle qui vient. Ça, c'est un projet très ambitieux
qui vient du territoire. Et là, la politique territoriale démocratique a bien fonctionné, quoi. Donc on va voir ce qui se passe aux prochaines élections, mais en tout cas, le projet, au moins, il est sur la table. Une dernière question. Pour la meilleure. Bonjour. Alors moi, je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Je remercie aussi l'UTT de nous avoir permis de pouvoir vous entendre, vraiment. Et ma question, elle serait sur où vous placez, si c'est plutôt au niveau performance, au niveau robustesse, les discussions, les réflexions qui secouent un peu le monde de l'enseignement supérieur actuellement sur l'augmentation des droits universitaires. Des droits universitaires. Ah oui, intéressant. Ouais, si, j'avais pas bien réfléchi à la question. Alors, alors la robustesse, un système est robuste s'il est pluriel. Donc, si l'université devient une diversité, hein, on pourrait le dire comme ça. Donc, il y a une question d'accessibilité. Alors, les droits universitaires, alors c'est un peu difficile. J'ai pas bien réfléchi à la question. C'est qu'en fait, il faut quand même que l'université, ça a un coût. Et donc, il faut quand même qu'il y ait de l'argent qui rentre d'une façon ou d'une autre. Par contre, il ne faut pas que ce soit les étudiants, évidemment, qui payent l'ardoise de trop. Donc, si c'est bien de ça qu'on parle, hein, les droits universitaires dans le tarif, quoi. Alors, les universités, si on prend les universités américaines, par exemple, qui ont des coûts d'entrée exorbitants, Harvard, c'est 70 000 $ par an. Il faut quand même réaliser le délire, hein, complet. Donc, heureusement, on n'en est pas là. Mais il me semble en effet que si augmenter les droits universitaires, ça peut être un frein à l'éducation. Et là, ça devient un vrai problème. Mais pour moi, c'est peut-être pas le premier... Enfin, c'est un problème. Donc, je serais d'accord pour dire que la robustesse, ça doit être des mécanismes. On peut avoir des droits universitaires élevés, mais il faut qu'il y ait des mécanismes de bourse, d'équité, quoi. C'est peut-être là où il faut faire une phrase. C'est-à-dire que souvent, on va vouloir faire de l'égalité. Et en fait, si on commence par l'égalité, en fait, ça fait des iniquités. C'est que si on met tout le monde au même niveau, en fait, ça ne marche pas. On s'en rend compte très facilement en allant aux toilettes. Il y a des toilettes handicapées, des toilettes pas handicapées. Ils n'ont pas la même taille. Voilà. Ça, c'est de l'inégalité qui génère de l'équité. Donc ça, il faut vraiment le penser comme ça. Donc les droits universitaires, ça doit être au service de l'équité. Ça, c'est la première. Mais j'ai presque envie de dire, une autre question qu'on peut se poser, c'est à l'université, qu'est-ce qu'on apprend ? Parce que est-ce qu'on vient à l'université pour apprendre ou est-ce qu'on vient à l'université pour apprendre à apprendre ? Alors, dans le monde de la robustesse, on est plutôt là pour apprendre à apprendre. En fait, à savoir interagir avec d'autres personnes pour collégialement construire de la connaissance. Alors que l'université performante, c'est plutôt le professeur qui descend, quoi. Et donc, si on a des droits universitaires pour avoir, ou 0 droit universitaire pour avoir un professeur qui est descendant, eh ben, on reste dans la performance. Si on paye des droits universitaires avec un système équitable où c'est les étudiants qui font la classe, plus ou moins, hein, et c'est les profs qui viennent avec des questions, et ce sont les étudiants qui vont chercher les réponses collégialement, avec des stages, donc évidemment qu'il y a des trous dans la raquette, etc. Ben là, on a formé des coopérateurs. Et donc là, c'est extrêmement fertile. Et donc, voilà, en fait, je dérive un petit peu la question, mais c'est juste pour dire, voilà, à un moment donné, il faut tout relier, quoi. Voilà, j'aurais tendance à dire ça. Eh ben, merci beaucoup. Merci pour les nombreuses questions. Merci. Bonne route vers la robustesse.